Voilà, j'ai l'impression de me retrouver il y a 2 ans. La seule différence, c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué de parler d'un petit film qu'on a fait quand on a parlé de Ford et de Vidor et de Cimino avant. Voilà, donc en fait, je reconnais beaucoup d'entre vous ici. Alors, je vais faire court parce que le film est long. Enfin, il est long. Il dure 2h17, donc on aura le temps de parler après si vous voulez, etc. Il y a deux petites choses. Alors, un petit truc que je peux vous dire quand même sur, sur la question du titre, c'est que moi, effectivement, quand j'ai arrêté Ciné Club, évidemment, donc moi j'ai passé l'année 2016 aux États-Unis, en fait, avec ce projet de film que j'avais depuis un petit bout de temps quand même, et puis qui s'est à un moment donné déclenché. Donc, il a été tourné intégralement donc là-bas en 2016. Vous le verrez, il s'est passé en 2016 un truc là-bas un peu particulier qui était l'élection, évidemment, la campagne électorale américaine. Et ça a été une des questions moi que je me suis posée. Qu'est-ce que je fais avec cette espèce d'événement dont tout le monde a envie de me parler, qui est partout présent, etc. Vous verrez ce que c'est devenu finalement dans le film. Je précise que le tournage s'est arrêté 2 semaines avant le 8 novembre 2016, c'est-à-dire qu'avant le résultat de l'élection américaine. Donc au moment où on s'arrête, et c'est un choix pour être tout à fait honnête volontaire, je voulais vraiment pas qu'on sache au moment où le tournage s'arrête, nous en tout cas, si c'est Trump ou Clinton qui allait être élu. Donc le film s'arrête volontairement. J'y reviendrai si vous voulez après, la raison pour laquelle je pensais que c'était mieux de ne pas intégrer le résultat plutôt que de l'intégrer. Une petite chose évidemment sur le titre. Que j'ai mis du temps, pour être tout à fait honnête, à accepter comme tel quel, hein, We Blew It. Moi j'adore ça, c'est pas vous que je vais le dire, ceux qui étaient déjà là pendant le cycle, c'est une phrase capitale de l'histoire du cinéma américain, de l'Amérique, et le titre est réexpliqué pour les amnésiques d'où il vient au début du film. Bon. Mais en même temps, ça reste un truc un peu violent. We Blew It, alors pas en France évidemment, mais aux États-Unis. Et c'est vrai que moi j'allais rencontrer donc des cinéastes et puis pas que d'ailleurs, et d'autres types de personnes. Et donc à chaque fois j'allais les voir en leur disant, bah, là, moi j'ai envie de faire un film dont le titre est We Blew It. Et pour les Américains c'est violent. Hein, et donc j'allais demander à des gens en particulier, vous, j'aimerais bien que vous soyez dans un film qui s'appelle On a tout foutu en l'air. Et donc certains réagissaient pas très bien à ça. Ils disaient mais moi j'ai pas tout foutu en l'air, moi j'ai pas blue it du tout. Pourquoi vous venez me voir moi et donc j'ai pas mal hésité assez longuement là-dessus. Mais je me suis rendu compte que dans tous les cas, soit certains avaient très envie de m'expliquer que oui, ils avaient vraiment tout foutu en l'air, et d'autres à l'inverse avaient envie de m'expliquer que pas du tout. Ils avaient super réussi, tout s'était très très bien passé. Mais dans tous les cas, ils avaient envie d'en découdre avec le titre. Donc je me suis dit voilà, banco, on garde ce titre. En tout cas c'est un titre qui débloque la parole, qui fait réagir, etc. Il y a eu des morts au combat, comme toujours, évidemment. Il y a eu 3 morts au combat, en fait. Il y en a 2 que j'aurais beaucoup aimé avoir dans le casting général, qui ont été à 2 doigts de tourner. Je vous le dis pas maintenant, je vous le dirai après. J'aurais été très content qu'ils soient là, mais ça n'avait pas été possible. Et c'est 2 hommes, 2 acteurs, réalisateurs, et une autre qui, elle, à cause de ce titre-là, We Blew It, a beaucoup hésité. Oui, non, j'y vais pas, etc. C'est Faye Dunaway. Hein, et à la fin, elle n'a pas supporté sans doute l'idée qu'un jour il y ait une affiche avec marqué We Blew It, Faye Dunaway. Mais moi, j'ai pas du tout Blew It du tout. Donc, elle s'est retirée du projet. C'est dommage. C'est comme ça. Dernière petite chose avant que vous voyez le film, je le précise à chaque fois, c'est que le film se termine évidemment à la fin. Et non, mais ne rigolez pas, parce qu'il se termine à la fin, ça veut dire qu'il se termine au générique de fin. Voilà, et ce que je dis là a l'air un peu lunaire, a priori il n'a aucun sens. Vous dites il a complètement pété les plombs depuis qu'il a quitté le Ciné Club d'Anguien, pas du tout. C'est juste que la fin du film est un peu particulière, donc voilà, préparez-vous à ça, et que la fin c'est vraiment le générique de fin quand il y a des lettres qui défilent sur un écran. Voilà, c'est là que normalement que le truc s'arrête à peu près. Écoutez, oui, déjà une question, on n'a même pas commencé. Non, mais vous êtes gentil avec moi là. Vous voyez, j'étais venu, j'étais de bonne humeur, et là tout de suite vous m'agressez. Donc je vous laisse avec le film. Bonne projection, et donc on se retrouve tout à l'heure et on en discute le temps que vous voulez. Voilà, merci Jean-Baptiste pour ce film qui est très très beau. Je voulais peut-être juste commencer par dire que sans doute nombre de gens en fait s'attendaient à ce que ça soit au départ un film effectivement qui parle plutôt du cinéma des années 70 avec des extraits, enfin quelque chose de plus classique. Et effectivement, moi, une chose qui m'a frappé et que ce que j'ai préféré dans le film, en fait, c'est la manière que vous avez eu de citer justement certains films ou certaines séquences en fait de cette période.
Et voilà, je pense notamment évidemment au plan de fin ou d'autres séquences qui sont filmées à Dallas ou d'autres endroits. Et je voulais savoir comment vous avez pensé en fait ces séquences, comment vous les avez. Oui, en fait, pour être tout à fait honnête, au tout début du projet, moi je pars sur quelque chose qui est plus confortable, enfin qui est plus facile en fait pour moi, qui est de me dire je vais faire en fait un film sur le cinéma américain des années 70, c'est ce qu'il en reste. Voilà. Et en fait, je me rends compte avec cette idée que je vais voir en gros des cinéastes américains. Enfin, ceux qui restent, parce que ça, je vais en être après, mais le vrai problème, c'est que la plupart, moi, des gens que j'ai envie de voir, ils sont morts. Donc, je fais quand même un film avec des survivants et des fantômes. C'est ça, en fait, la réalité de ce que je vais voir en 2016, quand on veut faire un film sur les survivants de cette période-là. Moi, je dis survivants parce que je pense que beaucoup ont plus survécu que vraiment vécu, mais disons, voilà, que la plupart des gens que j'ai envie de voir, ils sont morts. Donc, moi, j'ai un problème aussi avec ça, qui fait que je règle très vite cette question du doc sur le cinéma américain des années 70. En fait, d'abord, je comprends que je vais vite m'ennuyer si je fais ça, tout simplement parce que est-ce que je vais faire un film que j'ai déjà écrit depuis 15 ans? Est-ce que je vais faire tout simplement en film un livre que j'ai déjà écrit? Donc ça, il faut quand même avoir à titre personnel un moteur, enfin quelque chose qui vous dise voilà, il faut que son propre schmilblick il avance. Je ne vais pas me répéter, voilà. Et surtout, je me dis une deuxième chose, c'est que la distinction entre le documentaire et la fiction, moi, je la comprends pas très bien, ou en tout cas, elle m'intéresse pas beaucoup. Donc, j'ai plutôt envie de faire d'abord un film. Et puis après, quand on le sortira, il tombera dans une case, on dira, toi, tu as fait un film documentaire, toi, tu as fait un film de fiction, toi, tu as fait un petit film d'animation. Mais en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le pense. Et d'ailleurs, quand vous rencontrez des cinéastes, c'est jamais comme ça qu'ils pensent leur film. C'est qu'après coup qu'on dit, on dirait c'est un film documentaire. Donc moi, je le pense pas comme ça du tout, en me disant, la fiction et le documentaire vont se mêler, évidemment. Et ça m'intéresse même de façon un peu plus radicale que ça, parce que je pense qu'il y a une sorte de présupposé quand en fait quand on présente un film documentaire, c'est que très souvent, c'est pas tout le monde, mais c'est un truc d'un peu généralisé quand même, il y a cette idée que ce que va raconter le film est essentiellement contenu dans ce que disent les gens. Voilà. Et ça vient de la déformation liée au fait que parfois on ne voit pas la distinction entre un documentaire, un reportage, un magazine, voilà. Et moi qui suis amoureux aussi du documentaire, et pas que américain d'ailleurs, mais quand on a de Wiseman récemment à Robert Kramer ou autre, c'est quand même pas ça le documentaire. Et moi je me suis dit... en fait, j'ai envie de faire le contraire. C'est-à-dire que j'ai envie que ce que raconte le film soit raconté autant, voire presque plus, hors de la parole des gens que par ce que vont dire les gens. Parce que le problème du documentaire, souvent, c'est qu'on entend les gens parler, on est hyper concentré, on se dit c'est là qu'il y a du contenu, c'est là qu'il y a le jus de crâne. Et puis quand les gens s'arrêtent de parler, on se repose, on respire, on a des séquences d'illustres, de musique, on se déconcentre un peu et on se reconcentre quand les gens se mettent à parler. Moi, je me suis dit, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que si, en fait, on ne fait pas attention, un, à la façon dont les gens sont filmés quand ils parlent, et deux, à ce qui se passe entre les moments où ils parlent, on va rien comprendre. Et ça me plaisait assez, cette idée-là. C'est-à-dire de se dire, donc je prends les armes de la fiction. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est de la pure mise en scène par moment, qui marche ou qui marche pas. Mais c'est-à-dire que je vais mettre en scène, voilà, on n'a jamais demandé à, qu'on va voir, je sais pas moi, Easy Rider, L'Épouvantail, Nashville ou L'Éclipse d'Antonioni, on se dit pas de ces films-là, qu'est-ce qu'ils m'ont appris? On n'a pas ce type et on apprend. Je sais qu'on en a parlé ici pendant 4 ans. On apprend tout par le cinéma, mais pas d'un point de vue à la limite de l'information ou strictement factuel. On essaie d'atteindre un truc qui est d'ordre de la vérité et pas du fait. C'est pas du tout la même chose. Et je pense que la fiction est ce qui permet, David, de rentrer comme ça. Donc, moi, je me dis à un moment, dès le début, je sais que je veux pas d'extrait. Alors pour plein de raisons, parce que j'ai le sentiment, c'est une façon de dire aussi, tiens, quand il y a de l'extrait, il y a du cinéma, puis quand il n'y en a plus, c'est quoi? Est-ce que non? Donc je me dis, ça va être au contraire, c'est que dans la mesure où moi je pars faire un film avec beaucoup de morts, la fiction, le cinéma, il sera partout. C'est-à-dire que, paradoxalement, il n'y a pas d'extrait, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de cinéma sans extrait que si j'en avais mis. Et donc ça m'amuse, ça m'intéresse plus parce que ça me pose des questions de mise en scène, comment je vais cadrer ça, et même via la bande son, la séquence de Dallas, je me dis tiens, effectivement là, le fait que la musique de Michael Small, la musique de Parallax View dont on a parlé ici même, intervienne à cette séquence-là, ça me semble enrichir la séquence de façon plus intéressante qu'un simple extrait de Parallax View à ce moment-là. Le nocturne de Chopin, qui vous l'avez peut-être reconnu, le nocturne que joue Zunda à la fin de la première partie de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, ça m'intéresse que le fantôme
fantôme de Cimino, que le fantôme Voyage au bout de l'enfer sur le Vietnam revienne à ce moment-là des vétérans, plutôt que de balancer. Donc c'est plus du tout le même film. Donc la question des extraits, elle est réglée extrêmement vite. Et puis il y a une chose, mais qui est presque à la limite la plus importante, c'est que je me dis, si je mets en fait des extraits de films, avec comme ça des séquences et puis des gens qui interviennent, connus ou inconnus, en fait je vais rétablir une distinction que j'ai toujours détestée, à savoir il y a d'un côté le cinéma et de l'autre il y a l'Amérique. Et on en a beaucoup parlé ici lors des différents cycles. Moi je ne fais pas de différence entre l'Amérique et le cinéma américain. Voilà. Et d'autant plus que cette période-là, les années 70, le cinéma c'est tellement important que le cinéma ça contient tout. Ça contient la politique, l'histoire, le couple, le monde, etc. Donc c'est important d'aller voir des films, c'est important de les comprendre et d'en parler, on apprend tout. Donc si je commence à avoir le réflexe un peu plus contemporain, qui est de se dire, il y a du cinéma là, divertissement, puis après on rentre dans l'Amérique réelle, on va parler de gens, je sais pas, de Trump ou autre, en fait je suis pas conforme et même fidèle à ce que je crois vraiment, à savoir que le grand cinéma américain, il embrasse systématiquement son pays et son cinéma. Donc parler de cinéma, c'est parler d'Amérique. Et c'est parler de tout. Donc je vais épouser exactement cette forme-là. Ça veut dire que je vais essayer finalement faisant un film qui est entre la fiction et le documentaire, j'en sais rien, ça c'est presque à la limite vous qui le savez, en fait je parlerai autant de cinéma que d'Amérique et surtout je vais retrouver le geste des années 70. Je me dis que l'hommage aux 70s pour moi c'est ça, c'est ce moment où les deux se confondaient. Je ne suis pas si convaincu aujourd'hui que le cinéma américain contemporain, majoritaire, mainstream, il me raconte l'Amérique à ce point-là. Hein, j'en suis pas convaincu. Donc voilà, quand je dis ça, bon, voilà. Alors qu'il me semble que, y compris même quand vous voyez des films là, parce que c'est les années 70, mais il faut toujours revenir aussi avant, à la dépression. Moi, il y a des séquences qui m'intéressaient aussi pour ça, la dimension inactuelle, quoi, permanente de l'Amérique. Les trois petits vieux, par exemple, qui réparent la caravane. Et la musique de Springsteen là qui commence, je pense que ces trois petits vieux là, je suis convaincu que j'aurais été aux États-Unis en 33 ou en 34, j'avais les mêmes. Et qu'en 63, 64, j'avais les mêmes. Et que dans 20 ans, ou l'un d'entre vous retourne aux États-Unis, il retrouvera dans ce bled du Texas les mêmes. Et c'est ça qui était aussi très beau dans ce pays, c'est les couches temporelles. C'est que ces trois petits vieux et Bob Mankoff, le chief cartooniste du New Yorker, ils vivent tous en 2016. Mais en fait, ils ne vivent pas tous en 2016. Et on en a beaucoup parlé ici. Hein, l'espace américain, c'est l'histoire, quoi. Et donc, quand on se déplace dans l'espace américain, on traverse l'histoire. Alors, on est un coup à la dépression, un coup, quand je vais à Goldfield, une ville que vous avez peut-être reconnue hein, à cause de Vanishing Point, moi, quand je débarque, c'est une ville que je connaissais évidemment avant, mais quand on débarque dans cette ville-là, on est en 71. C'est-à-dire que rien n'a changé dans cette ville, mais rien. C'est-à-dire que même le téléphone portable ne capte pas. Donc c'est réglé. Et donc j'ai pas besoin d'aller mettre des gens avec des pattes def pour me dire je suis en 71. Non, ça n'a pas changé. Quand à Dallas, il y a une partie de la ville, c'est 63. Et on y va, on est en 63. Et donc moi j'avais envie aussi d'avoir cette espèce de jeu temporel en me disant je ne vais pas faire un film d'histoire sur les années 70, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. C'est plutôt rétrospectivement de regarder cette histoire-là, de voir ce qu'il en reste et d'avoir toujours un espèce de jeu temporel entre l'hier et l'aujourd'hui. Ce qui fait que dans chaque séquence il y a toujours 2-3 temporalités en même temps. Moi c'est ça qui m'intéressait. Dallas, la séquence de Dallas dont je vous parlais, il y a un événement qui se passe en 63, il y a moi qui filme en 2016 et il y a Parallax View en 74. Et à chaque fois, j'ai essayé toujours de faire revenir, de creuser en fait les endroits ou les espaces ou les séquences par différentes temporalités. Parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment le fait qu'on regarde ça depuis aujourd'hui. Hein. C'est un truc plus d'écho ou de traces ou de fantômes, quoi. Et donc au niveau de la forme, là on parlait de voyage. Enfin, en fait, là, c'est vraiment la question du road movie en fait que vous avez choisi pour structurer le film. Mais ma question en fait c'est celle de la préparation du film, puisque pour préparer le film, vous avez vous-même fait vous avez traversé les États-Unis en voiture, vous avez fait votre voyage en fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle impression vous avez eue en fait à ce moment-là, puisque finalement vous êtes parti avec des visions d'Amérique déjà qui venaient du cinéma ou de vos précédents voyages. Et là, vous avez rencontré une Amérique aussi qui était baignée dans l'atmosphère préélectorale, en fait. Et donc, et par rapport à ça, est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça a affecté, en fait, la préparation du film ? Alors,
donc quand je fais ces moments de repérage qui durent à peu près 3 mois, donc, disons que la partie, l'œil touristique, je l'ai déjà eu. Je dis ça parce que quand on va aux États-Unis, enfin vous le savez sans doute tous, la première fois qu'on y va, on se demande, on a envie de tout filmer, de tout photographier, tout est, je veux dire, on rentre dans quelque chose, c'est extrêmement dur. Enfin, c'est formidable et c'est dur en même temps. Et à force d'y aller, moi ça fait 20 ans que j'y vais beaucoup aux États-Unis, je passe beaucoup de temps là-bas, donc cette espèce de regard touristique, il est un peu parti. Oui, d'accord, c'est un monument de Valley, Death Valley, Colorado, ça reste génial, mais donc j'avais pas mon iPhone avec moi en me disant il faut que je prenne tout ce qui est beau aux États-Unis ou remarquable. Ça, à ce moment-là, on n'en sort évidemment pas. Donc moi, quand je fais les repérages, en fait, je les fais un peu comme un moine. Que je me dis, de toute façon, vous savez, il y a cette fameuse phrase de Baudrillard que moi j'aime beaucoup et à laquelle je crois intimement quand il dit il faut jamais confondre la nature pittoresque de la campagne européenne avec la puissance de métaphysique de l'espace américain. Voilà. Et pour moi, il dit tout là. Que moi je conduis en Europe, je m'ennuie par exemple. Ça peut être mignonnet, pittoresque, joli, cute, tout ce qu'on veut. Aux États-Unis, il y a une expérience mystique qu'on fait quasiment en rapport avec l'espace, qui est extrêmement dur de raconter quand on l'a pas vécu, et que peut-être par moment, par les images, dont on peut arriver à rendre compte par moment. Et moi je me dis, de toute façon, il est hors de question. Alors au début, je sais que j'ai envie de faire un road movie parce que j'ai vu des films comme tout le monde, et puis je sais qu'on ne comprend rien à l'Amérique si on ne prend pas la route. Voilà. C'est pas en restant 15 jours à Times Square qu'on sait quelque chose de l'Amérique. C'est super, mais bon. Donc on prend la route. Et donc je me dis je vais prendre la route, et puis pour des raisons aussi de tournage, c'est qu'on va pas emmener une équipe de tournage n'importe où aux États-Unis en se disant tiens on est en Oklahoma, si on allait faire un saut du côté du Wyoming, peut-être un truc à tourner, le tournage part totalement en vrille. Donc il faut que le tracé soit extrêmement précis en fait de ce qu'on a envie de faire. Et moi je pars donc tout seul pendant à peu près 3 mois, et je commence à Miami tout en bas de la Floride, et puis je remonte voilà, la Caroline du Nord, Géorgie, jusqu'à New Jersey, New York, et après je trace et je me dis par où j'ai envie de passer et quel va être le trajet. Il y avait des bornes que je savais d'emblée avant même d'y aller que le film passerait par là. Goldfield, pour moi c'était évident. Vanishing Point, parce qu'à titre personnel c'est un de mes films de chevet, c'est le plus grand road movie des cinémas américains des années 70. Enfin bon, et puis moi j'avais pas mal connu Sarafian il y a une dizaine d'années, j'avais un projet de documentaire avec lui qui était déjà un road movie. Je lui avais proposé de faire la route de Vanishing Point, mais de Los Angeles à Denver en sens inverse et en plein hiver sous la neige. Puis sa santé s'était dégradée. Donc moi j'avais très envie que le fantôme de Sarafian soit dans le film, dans Goldfield. Nashville, c'était indispensable pour moi, parce que Nashville 75, pour moi c'est vraiment l'année de la gueule de bois américaine. Et puis Nashville est peut-être le plus grand film de cette gueule de bois-là. Donc je me suis dit Nashville, forcément. Il y avait comme ça des Coney Island. Je savais que le film devait commencer à l'ouest et que le film devait se terminer à l'est, ça c'est sûr. Je voulais retourner aux origines. C'était cette idée que l'Amérique, c'est qu'un rêve d'Européen. Donc à la fin, on revient à l'endroit où s'est construit à un moment donné le rêve. Et donc je voulais revenir dans ce parc d'attractions. Je ne sais pas si vous le connaissez, un peu désaffecté de Coney Island, qui était pour moi aussi un peu les 70s aujourd'hui. J'avais envie de terminer sur cette image de Coney Island. Et puis j'avais aussi envie de terminer sur le côté très très calme de l'océan Atlantique par rapport à la vague qui ouvre le film. Et qui était un truc la question du motif de la vague m'intéressait beaucoup. Et donc je fais ce voyage-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, moi je pense faire un road movie classique. Enfin, classique, c'est-à-dire que je vais d'un point A à un point B avec différentes étapes, quoi. Je passe par 10, 12, 15 étapes, et puis au fur et à mesure, en fait, en prenant la route, et c'est pas la première fois que je le faisais, mais là je le faisais dans une optique, en étant vraiment... quand on conduit seul aux États-Unis, c'est pas comme on conduit à deux non plus. C'est-à-dire que là, j'étais vraiment seul. Je savais que j'y allais pour trouver un truc de la vérité de l'espace américain. C'était vraiment ça, quoi. Donc je me levais le matin tôt, 7 heures par jour. J'avais un motel différent tous les jours. J'allais voir des gens du coin, hyper répétitif pendant 3 mois. Et même si on passe par des endroits, il n'y a pas de rapport entre le Kansas et le Nouveau-Mexique, mais quand même. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que mon rêve de road movie, qui était en gros de suivre une route, en fait, il n'allait pas marcher. Ça, c'est un truc dont je me rends compte pendant les repérages. À savoir que le fait de suivre une route un peu à l'ancienne manière, c'est-à-dire comme les road movies l'ont fait jusque dans les années 70, et là on pourrait citer plein d'exemples, ça ne marche plus parce que la route américaine a changé. Il y a des petites portions comme ça où on peut retrouver ce qu'on appelle la vraie Amérique. C'est ce que dit Jeff Lieberman dans le film. Ce moment où on prend des petites routes, on s'arrête, il y a une fanfare.
on se connecte avec le peuple américain. Le problème aujourd'hui, on ne peut pas faire une ligne droite aux États-Unis de New York à Los Angeles en se connectant sur toute la ligne au peuple américain. La plupart du temps, il faut aller prendre des highways, des autoroutes, etc. etc. Quand on est sur l'autoroute, c'est le flux. C'est le flux permanent, c'est pour ça que moi j'ai aussi m'intéressé aussi à cette idée de faire un film, c'est le contraire du flux, là pour le coup. Je me suis dit, tiens, du point de vue du tempo, ça sera le contraire du flux, quoi, le film. Sauf la séquence d'ouverture qui est un truc particulier. Et donc, voilà, la multiplication des parcs nationaux, la privatisation de l'espace, etc. Où je me dis, si je veux faire un film un peu à l'heure, je peux pas faire Vanishing Point. C'est pas honnête, c'est pas juste. Je peux pas faire le Canard d'heure de Cimino, ça marche plus comme ça aux États-Unis. Donc, je garde quand même. En fait, je me dis, ça va être un road movie mental. En fait, je vais faire un rêve de road movie. C'est-à-dire qu'on passera d'un plan à l'autre, du Nevada au Tennessee. Mais si vous prenez sur une carte le trajet, il est impossible à tracer. Il n'y a aucune logique. Il n'y a qu'un point de départ, un point d'arrivée. Entre les deux, on passe par des états complètement différents. Donc, je vais garder ça sous la forme un peu mentale. Et puis après, la question que vous posiez sur le côté Trump, oui, mais moi je me disais, de toute façon, c'était un film qui repartait du début des années 60, avec un peu avant, mais quand même, jusqu'à aujourd'hui, où on parle de Kennedy, on parle de Nixon, on parle du Vietnam. Trump, c'est l'histoire. Clinton, c'est l'histoire, au même titre que pourquoi ça ne rentrerait pas. Et puis en plus, c'était passionnant, parce que moi je rencontrais des gens. Moi j'ai fait les repérages, en fait, juste avant, un peu à cheval, mais juste avant que Sanders soit dégagé de la course des démocrates. Et là, pour être tout à fait honnête, l'opposition démocrate-républicain ne m'intéresse pas tant que ça. Mais quand Sanders sort de la course, là, ça devient passionnant. Parce que tout le monde habite plus sa maison. Il y a beaucoup d'Américains, notamment des démocrates, sont perdus. Et certains, il y en a dans le film, passent directement de Sanders à Trump. Et là, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. Je me dis, ça raconte l'histoire aussi que j'ai envie de raconter. Ce passage de Easy Rider à Donald Trump. Alors soit en bon français donneur de leçons, je leur dis petit con, tu ne devrais pas voter pour Trump, ou alors je les écoute parce que j'aime bien John Ford et Louis Buñuel, je sais qu'il faut être du côté des raisons des gens, il ne faut jamais filmer contre eux, et j'écoute ces gens-là, et ça m'intéresse aussi. La fille du Tennessee, voilà, ou Brad au début, 60s, Woodstock, Sanders, Trump. Pas de problème. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'il faut que je prenne ça au sérieux. Ça raconte aussi... Moi, j'avais envie que le film il soit le contraire d'un film à thèse, en fait. Quelqu'un m'a dit un jour, quand on faisait une projection comme ça, un truc qui m'a beaucoup énervé, il me dit « ça fait beaucoup penser à Oliver Stone, votre film ». J'aime bien Oliver Stone, c'est pas le problème, mais c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'on partait d'une série de clichés, de la séquence d'ouverture, d'images d'Épinal, Woodstock... Manson, l'assassinat après l'offensive du Tet, Kennedy, le Vietnam, enfin des images d'Épinal, un peu de la petite mythologie des 60s, 70s. Et puis, plus on va avancer, plus on va déplier. Et plus ça va devenir compliqué. Et je dirais même à la fin, en fait, qu'à la fin, on en sait moins qu'au début. C'est qu'on s'est dit, mais alors, j'ai rien compris. C'est quoi les années 70, etc., etc. Mais moi, ça m'intéressait cette complexité-là parce que par le film ou le film de fiction, ce qu'on cherche, c'est la vérité. Une vérité, en tout cas. Et cette vérité, c'est cette complexité-là, en fait, voilà. Et donc, j'avais envie que le film s'ouvre plutôt qu'il se resserre autour d'une thèse, en fait, d'une vision un peu monolithique où j'aurais gardé que ce qui m'intéressait par rapport à ce que j'avais envie d'imposer comme idée. Alors que moi, c'était tout l'inverse. Ça me plaisait beaucoup d'avoir en permanence une idée qui, dans la séquence suivante, soit amendée ou corrigée. Qu'un sentiment s'installe un peu confortable, dans la séquence d'après, on se dit lui il me plaît bien, puis celui qui dit le contraire il me plaît bien aussi, mais alors je suis où moi là-dedans? Et puis petit à petit l'idée c'était de progresser comme ça jusqu'au plan de fin, quoi. Justement, ce plan de fin est quand même absolument incroyable. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez pensé? Bien sûr. Voilà. Alors le plan de fin, alors d'abord c'est par là que j'écris le film. C'est-à-dire que c'est pas le plan de fin, il vient pas à la fin. C'est que ça, d'abord, alors c'est un peu superficiel, mais quand même pour moi ça compte, c'est que c'est d'abord un double hommage. Elektra Glenn in Blue de James William Garceau 73. Pourquoi cet hommage m'intéresse? D'abord parce que c'est un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma américain. Et ça m'intéresse aussi parce que ce film-là, c'est l'anti-Easy Rider, pour ceux qui l'ont vu. En gros, c'est Easy Rider vu du point de vue des flics. C'est un film de 73.
alors qu'Easy Rider date de 69. Le film s'ouvre par Easy Rider, donc je voulais qu'à la fin se termine non pas forcément par Trump ou un truc comme ça, mais qu'on termine par le contre-champ d'Easy Rider qui est Electra Glide in Blue. Alors évidemment, c'est vrai que c'est bien d'avoir vu le film, mais bon, c'est pas grave si on l'a pas vu. Hein. Et l'autre hommage, c'est évidemment l'hommage au dernier plan de la Horde Sauvage, pour ceux qui s'en souviennent. Hein, où les 4 qui se sont suicidés dans le camp du général Mapache, Peckinpah, avant le générique, les fait revivre. On les voit sur des chevaux, monter 4 chevaux. Ils s'en vont comme ça dans la profondeur de champ, très lentement, sur la musique, la Golondrina, musique du chant des morts au Mexique. Ils partent dans la profondeur de champ, puis peu à peu, l'image commence à se restreindre, devient une sorte de carte postale, de vignette, et passe au noir et blanc, etc. Je me suis dit, en fait, c'est la fin du film, elle raconte déjà exactement ça. Hein, c'est vraiment ce moment où il faut laisser partir les années 70. Moi, c'était ce qui me touchait moi là-dedans. C'était il faut faire le deuil de cette période-là. Mais dans le bon sens du terme. Hein. Il faut arrêter d'être fixé en se disant que c'est le dernier âge d'or ultime de notre époque et qu'on ne fera jamais mieux que ça. C'est complètement déprimant, hein, parce que les années 70, ça pèse beaucoup. Aujourd'hui, on a le sentiment que le cinéma parle des 70s, la bonne musique parle des 70s, on a envie de dire aux gens, mais quand est-ce que la frontière romantique, c'est demain, quoi. Bon. Et donc j'avais envie de faire une séquence là-dessus, cette idée que il faut laisser la voiture s'éloigner. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est la voiture qui prend congé de nous, si c'est nous qui prenons congé de la voiture. Ça m'amusait beaucoup de faire durer aussi pour ça, parce que l'idée, c'était que le regard du spectateur, il change au fur et à mesure du plan, que la durée s'installe et donc on l'habite différemment, cette espèce d'image-là. Et puis c'est aussi pour ça qu'en fait que c'est un travelling arrière et pas un travelling avant. Ça me plaisait aussi beaucoup d'avancer, mais le dos à l'avenir, quoi. C'est ça que j'avais envie d'avoir dans cette espèce de plan-là. Parce qu'en fait, il faut se réveiller. Moi, c'est un peu mon idée. Il y a peut-être un moment donné, il va falloir qu'on se réveille collectivement, je pense. Et donc c'est au contraire, hein, il y a un truc un peu... faire le deuil des 70s, se réveiller, mais demain c'est quoi? Et moi j'en sais strictement rien, je ne sais pas comment, donc je fais dos à ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Et donc j'avais envie de faire un plan vraiment là-dessus, et qui a été compliqué, entre parenthèses, à faire, d'un point de vue technique, parce qu'il fallait trouver... moi je voulais une route qui soit une route qui n'ait pas changé depuis les années 70, qui soit en ligne droite, qui a un canyon au fond. Il y avait une série de critères comme ça qui étaient un peu... puis quand vous n'êtes pas américain, vous avez beau vous faire des dizaines de miles, vous pouvez passer votre temps à voyager sans jamais trouver la route. Et en fait, cette route, je l'ai trouvée grâce à l'adjoint du shérif de Goldfield, qu'on voit à un moment donné en portrait, type extrêmement gentil. Et donc, je sais pas, on est une dizaine de jours à Goldfield à passer notre temps. Ils ne sont pas très nombreux, les habitants à Goldfield. Et puis un jour, je passais beaucoup de temps au bureau du shérif, ça m'amusait beaucoup. Et puis un jour, je vais voir le shérif et je lui dis bon, écoutez, voilà, il faut que je tourne ce plan-là. Il faut 8 minutes, il faut autant de miles. Voilà ce qu'on va faire. Il ne faut pas qu'il y ait de circulation. Voilà, il y a plein de critères. Et là, comme on l'a vu une fois dans des films même des années 60, le type va chercher des vieux registres de maps, de cartes américaines. Il en sort une, il tourne quelques pages et il me dit c'est là. La connaissance du territoire était quelque chose d'absolument fascinant. C'est un type qui connaissait chaque buisson et tout. Je dis d'accord, je vous emmène. Et donc il prend son pick-up de police et puis il m'emmène à 30 miles de là, genre ouverture de shérif à New York de Don Siegel, quoi, un endroit complètement perdu. Et effectivement, il me montre 2 routes qui ont été abandonnées, qui sont fermées, plus utilisées, qui font un coude comme ça. Mais l'une à cause de la lumière du soleil, parce qu'on tournait beaucoup entre 5h et 9h du matin et entre 5h et 9h du soir. Moi, je voulais toujours que ce soit à ces heures-là pour un quart, enfin bref. Et donc voilà, et je dis ça sera cette route-là, et c'est ce shérif-là qui a trouvé cette route parce que voilà, c'était compliqué. Il fallait, pour moi, le film n'existait pas sans ce plan. C'était pas une option de se dire si on trouve pas de route, on fait pas le plan. Non, il fallait impérativement, et ça nous a pris à peu près 1 journée et demie à tourner, quoi. Et alors, juste une petite précision technique, je pense que c'est intéressant de savoir quand même que pour tourner ce film que vous avez choisi de tourner en scope, alors c'est du numérique, c'est pas de la pellicule. Mais vous avez quand même utilisé des objectifs spéciaux, c'est ça En fait, moi, comment dire, moi, l'image numérique, ça me fait pas bander, quoi. J'ai un problème avec ça. Alors évidemment, sauf si on s'appelle Michael Mann ou des choses comme ça, mais bon. Donc, comment faire? La question, c'est comment faire pour retrouver la magie d'une image. De visage, de l'incarnation, de la couleur, etc. Comment retrouver ça? Qui pour moi le cinéma c'est ça, quoi. Donc
contourner avec le numérique, c'est compliqué. Donc il y a eu 2-3 idées. Ça a été de se dire, on ne prend pas les optiques numériques qui vont avec les caméras, qui sont des caméras de cinéma qu'on a, on les dégage et on va aller chercher des optiques des années 70. Et précisément les optiques avec lesquelles d'ailleurs Robert Altman a tourné Nashville. Et ça, on peut les trouver qu'à 2 endroits. C'est à Berlin, ça ne nous arrangeait pas à cause de l'avion, parce que faut déclarer le matériel. C'est très compliqué aujourd'hui aux États-Unis de faire rentrer comme ça des caisses de matériel. Donc on se dit, on va le louer à Los Angeles, et c'est là qu'on trouve les optiques un peu abîmées, mais quand même en très bon état, de l'époque. Donc on s'est dit, on va prendre des optiques de l'époque, ce qui fait que l'image a du défaut, ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des moments flous, il y a des zones anamorphosées, il y a plein d'endroits qui ne sont pas bien définis. Voilà. Il y a un peu de grain bizarre par moment. Deuxième chose, l'idée c'est de se dire que on va pas saturer, mais on va pousser les couleurs au maximum. Sans tomber dans quelque chose de maniériste ou d'italien, mais on va pousser les couleurs au maximum. La troisième chose, c'est qu'on va tourner à certains endroits moment de la journée, le matin très tôt, ou la fameuse magic hour du soir, ce qui fait qu'on a de la profondeur de champ, qu'on a du relief, c'est-à-dire que les bâtiments, la route, les arbres, tout est ultra dessiné via des ombres et c'est extrêmement beau. Ça creuse tout ça. Moi, j'avais vraiment envie. La profondeur de champ, c'est un des mouvements qui m'intéressait dans le film. C'est comment est-ce qu'on arrive du fond du cadre et qu'on revient, quoi. C'était la profondeur, c'est ça que j'allais chercher, puisque je repartais dans la profondeur de l'histoire américaine. Et donc, tourner à ces heures-là. Et après, moi, je voulais sous-exposer pas mal de séquences. C'est-à-dire que moi, j'adore les grands chefs-op, mais pas de Cortez, à Gordon Willis, Michael Balaos, Zygmunt, etc. C'était des gens qui n'hésitaient pas à mettre dans l'obscurité des pans entiers du plan par moment. Quelque chose qui s'est complètement perdu aujourd'hui. On a toujours l'impression qu'on est à la télévision quand on voit la plupart de la photographie des films américains, ou même pas des films américains, c'est encore les mieux éclairés aujourd'hui d'ailleurs. En français, c'est la catastrophe par exemple. Et donc moi j'avais envie de retrouver ça véritablement, et de retrouver ce moment où en fait on met du temps à déchiffrer aussi. En fait, l'idée qu'on ne sache pas tout de suite dans un plan ce qu'il faut voir. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu au cinéma. L'exemple extrême étant les films, par exemple, de Pakula, éclairés par Gordon Willis. Quand vous regardez Clout, vous avez peut-être vu tous Clout. Qui n'a pas vu Clout parmi vous ? Non, mais là, c'est pas possible. C'est les 2 tiers de la salle. Non, ouais. C'est Noël. Et non, mais un film comme Clout, mais c'est vrai de Parallax, Les Hommes du Président, c'est le contraire. Mais un film comme Clout, c'est un film qui est passionnant. Et même Gordon Willis a éclairé le Parrain. Mais un film comme Clout, vous vous rendez compte que les 2 tiers des séquences, vous mettez un peu de temps à rentrer dans le plan, à comprendre ce qui va compter dans le plan, à comprendre ce qu'il faut regarder, à déchiffrer. Autrement dit, il y a un travail un peu actif du regard du spectateur qui, moi, me plaît bien. Ce qui fait que le même spectateur ne verra pas forcément les mêmes choses au même moment dans le plan. Donc, on a un peu travaillé aussi la sous-exposition, par moment, un peu sombre. Et aussi, ce qui est aussi vachement bien, parce qu'il y a eu un travail de mix et d'étalonnage, évidemment, c'est normal, un peu lourd et important. Et moi, je tenais aussi à ce que les gens qui voient le film sur iPad ou sur ordinateur, il y ait des séquences entières qui ne les voient pas. C'est-à-dire que ce film-là, vous le passez sur iPad. Michael Mann, au début, on voit une forme blanche vaguement. Le type qui parle à Santa Monica de la loi martiale, on ne le voit plus du tout. Et ça me plaisait bien, cette idée que quand ça passera en iPad ou en écran d'ordi, il n'y a qu'une partie du film qu'on verra. Quoi. Et c'était une des raisons pour lesquelles on a aussi sous-exposé de retrouver la raison d'être, par moment, d'être dans une salle de cinéma, quoi, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est tous les enfin après il y a plein d'autres petits détails, mais c'était une phase comment faire pour dégrader l'image numérique, quoi. Comment faire pour lui redonner du corps, que les visages qui aient une dimension charnelle, qu'ils aient du relief, que les visages existent, quoi. C'est le numérique, c'est très très dur pour ça, ça. Donc voilà, on a fait le mieux qu'on pouvait, mais on peut sans doute faire encore beaucoup mieux. Alors peut-être qu'on peut prendre quelques questions dans la salle. Je ne sais pas si on a déjà dit beaucoup de choses, peut-être, mais... Non, on n'a rien dit encore. Ah, voilà. Si, ouais, je vais... Non, c'était par rapport à... D'accord. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous demander tout à l'heure, en préambule du film, j'ai cru comprendre que, en guise de teasing, vous alliez nous parler de 2 réalisateurs-acteurs qui ont refusé de participer au film. Alors c'est pas, ça va aller très vite. C'est pas qu'ils ont refusé.
En fait, c'est Il était qu'ils gêné. ont, voilà, ils ont accepté, et puis au dernier moment, il y a eu un empêchement. L'un, c'est Robert Redford, et j'aurais beaucoup aimé que Robert Redford soit dedans. C'est pour ça qu'il y a un extrait à un moment donné de lui parlant avec Julie Christie dans The Company You Keep, qui est un très 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 beau dialogue, entre parenthèses, sur les années passées, comment est-ce que, en fait, comment est-ce que les bons combats sont aussi à l'heure, et par moments un combat alors que l'histoire continue sans vous a plus lieu d'être. Moi, c'est un truc qui m'a toujours touché au cinéma. C'est pour ça que j'adore Zodiac de Fincher, qui pour moi est le Fincher que je préfère, qui est vraiment un film là-dessus, et qui à un moment donné le temps est passé, quoi. Quand Dirty Harry sort au cinéma sur l'affaire du Zodiac, c'est fini, faut raccrocher. Et donc il y avait Redford, et l'autre c'était Warren Beatty, que j'avais mis du temps à réussir à convaincre, à contacter, à convaincre, etc. Mais Warren Beatty, c'est quand même un sacré cas. Mais il avait dit oui, et puis au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. Et lui, il était en promo de son dernier film à ce moment-là. Et donc, j'ai jamais réussi avec ces deux-là à recaler, parce que le tournage a duré quand même quasiment 3 mois, à recaler un autre moment avec eux. Parce que vous savez, quand vous êtes sur la route, c'est tout bête, mais si vous êtes, je sais pas moi, au Texas et Redford vous appelle en vous disant bon, demain dans le Maine c'est bon, ça marche pas comme ça. Donc à aucun moment on a réussi à retrouver avec ces deux-là un endroit possible pour pouvoir se croiser, en fait, puisqu'on arrivait à la fin à New York et eux n'y étaient plus, et voilà. Donc c'est les deux, enfin c'est des regrets. Après, moi je l'ai su pendant le tournage, donc ça me manque à titre personnel, parce que je sais que j'aurais aimé qu'il soit là. Maintenant, après, voilà, c'est la loi du genre, hein. Quand vous dépendez comme ça de gens, ça arrive, hein. Merci. Quand on voit le film, on voit qu'il y a des intervenants, je ne parle pas forcément des cinéastes, mais les intervenants, les petites gens, entre guillemets, le coiffeur, la femme qui soutient Trump ou les vétérans du Vietnam qui ne sont pas du tout du même bord politique, forcément. Je voulais savoir comment vous leur avez présenté le projet. Qu'est-ce que vous leur avez demandé de dire, en fait ? Alors, ce qui est intéressant là, dans votre question, c'est que avant même de leur présenter le projet, tous ces gens-là, je ne parle pas des gens connus, hein, je mets de côté les gens connus, parce que les gens connus, c'est des gens que je connaissais avant. Voilà. Donc, en fait, c'était presque les plus faciles, avec Schasberg, Rafelson, tous ces gens-là. Ça, c'était facile. Pour moi, le défi ou le truc le plus compliqué ou le travail essentiel que j'ai fait pendant les repérages et même pendant le tournage, ça a été avec les gens ordinaires. Voilà. Et c'est eux qui m'intéressaient autant. Et même par moments plus, pour être tout à fait honnête. Et je voulais surtout qu'ils aient tous la même place, qu'il n'y ait pas qu'on passe de Bogdanovich à Schasberg, à Brad Moresi au début ou à vétéran. Ils ont le même écrin. Il n'y a pas de... Voilà. C'est mon côté fordien, hein. Donc tout le monde a le droit à la même place à table. Et le problème que vous avez, c'est que quand vous rencontrez tous ces gens connus, ils sont habitués à être filmés, ils sont habitués à parler d'eux-mêmes ou même un peu d'autres choses, etc. Moi, je les connaissais. Donc, d'une certaine façon, je leur dis, voilà, je fais un film sur ce qu'il est advenu des années 70. Comment aujourd'hui vous voyez ça ? Qu'est-ce qu'il en reste ? C'était quoi les années 60-70 finalement ? Parce que ça aussi qui m'intéressait, c'est que moi je voulais que les gens connus et inconnus se mélangent et qu'on se dise à la fin il n'y a que des Américains. Et que parmi ces Américains, il y en a qui ont fait des films et puis d'autres qui ont fait la guerre. Mais c'est tout. Je veux dire, et c'est pour ça que je tenais à ce que leur parole soit la plus ordinaire possible. Hein, que dès que les cinéastes me parlaient de films, etc., je dégageais. Non, c'est que je veux des Américains. Donc ils me disent j'avais envie que ce soit banal ce qu'ils me racontent. Mais la puissance, hein, Baudrillard en parlait très très bien, la puissance de la banalité américaine, à un moment donné, elle devient métaphysique pour moi, quoi. Il y a quelque chose que j'adore. Et tout ça pour dire que quand vous allez voir tous ces gens pas connus, vous vous déplacez. Ils ont, là pour le coup, d'abord, tous ne sont pas, et c'est loin d'être le cas, habitués à être filmés. Donc il y a une difficulté aussi au départ, au simple fait de se dire, voilà, puis on n'était pas très discret, on a toujours 2 caméras, des pieds, des éclairages, on est 12. Voilà, on ne passe pas inaperçu quand on va filmer avec eux. Après, ils avaient un deuxième a priori qui concernait en fait surtout le Midwest américain, à savoir que quand ils voient débarquer un Français, ils voient débarquer pour eux quelqu'un qui leur est de fait hostile. Hein, ça c'est, nous on a des clichés sur les Américains ont des clichés sur nous, et notamment pendant la campagne électorale, c'est-à-dire qu'ils avaient totalement conscience que Trump c'était le diable absolu hors des États-Unis,
Et en France, évidemment, qui est un pays qui est toujours à la pointe de la morale, on sait. Donc on va leur dire de temps en temps ce qu'il faut penser. Et donc, donc au début, réticents. Voilà, moi j'arrive, je suis français, j'ai mon look, j'avais en plus une plaque d'immatriculation Florida, plutôt démocrate. Quand on vient de Miami, ça c'est toujours qu'il faut toujours attention aux États-Unis, quand vous voyagez, c'est la plaque que vous allez traîner pendant tout le voyage. Mais pareil, si vous avez une plaque Texas, vous débarquez en Floride, c'est chaud. Mais bon, c'est comme ça. Il faudrait avoir quelques plaques qu'on change au fur et à mesure du voyage. Et tout ça pour dire qu'effectivement, on se déplace. Moi, je rencontre ces gens-là, donc il faut que je passe déjà du temps avec eux. À aucun, à part Brad, qui a été presque une rencontre fortuite pendant le tournage, mais à part lui, aucun n'aurait accepté que j'arrive, bonjour, je suis un tel, voilà ce que je fais, 10 minutes après on sur la caméra, on filme. Donc c'est des gens avec lesquels j'ai passé du temps. Mais pas en temps, mais presque, vous savez, c'est un peu, évidemment, toute proportion gardée. Je me souviens de ce qu'avait fait Michael Cimino avec Voyage au bout de l'enfer. Quand il va tourner sa fameuse séquence du mariage, il passe des semaines et des semaines avec De Niro, Walken, etc., etc. Sur place, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien. C'est juste, à un moment donné, essayer d'appartenir à la communauté. Voilà. Et donc là, il ne faut pas mentir. Ça ne marche pas si on ment. Donc, et puis à un moment donné, si on appartient à la communauté, là, on peut leur demander effectivement d'un, ils se sont assurés que ils vous ont testé, ce qui est tout à fait normal. Deux, ils se sont assurés que vous n'alliez pas être contre eux. Ça, c'est leur grande hantise à ces gens-là, c'est qu'on filme contre eux. C'est-à-dire qu'on se moque d'eux. Qu'on les fasse parler, voilà, la Summer dans le Tennessee, elle me parle de Trump, et puis derrière, j'en fais, je sais pas, du François Ruffin, merci patron, quoi. Ça, pour eux, c'est l'horreur absolue, je comprends intimement ça. Donc, il faut qu'ils acceptent qu'ils franchissent toutes ces étapes-là, et puis moi, ça m'a permis de les comprendre aussi, parce que entre ce que je pense au début, ce que j'ai comme a priori ou préjugé, et ce que je pense de ces mêmes personnes 4-5 jours après, avec eux, a changé. C'est-à-dire que c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est le fait que moi-même j'évolue et que moi ces gens ils me touchent, qu'ils votent pour Trump ou pas, qu'ils ont chacun leur raison. Mon petit jugement, pour le coup je m'en foutais, ça m'intéressait pas du tout. Et par contre cette espèce d'humanité là m'intéresse, vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, c'est comme plusieurs étapes que ça se fait. Goldfield, par exemple, ou les vétérans du Vietnam, c'est pas évident quand vous débarquez. Moi, je savais qu'il fallait que j'aille voir des vétérans. Ça ne posait pas de question. Par contre, je voulais pas aller voir n'importe quel vétéran. C'est que je voulais aller voir des vétérans qui sont tous en ce moment, c'est ce que vous avez vu, hantés par la question de l'agent orange. L'agent orange, qui est cette de produit que l'armée américaine a balancé à l'époque et qui a eu un impact non pas sur les populations de l'époque, notamment les Américains qui faisaient la guerre et qui allaient rentrer ensuite aux États-Unis, mais qui a un impact sur la génération derrière ou la génération encore d'après. C'est ce que raconte le type au début. Moi, j'ai un fils ou j'ai un petit-fils qui naît avec un bras en moins, qui a des problèmes, etc. Et là, je lui dis, ça m'intéresse parce que ça me permet, par rapport à la temporalité dont je parlais tout à l'heure, pas de faire un film sur il y a des vétérans du Vietnam, ça fait 40 ans, évidemment, ils sont traumatisés, déprimés, etc. Non, le Vietnam, c'est aujourd'hui pour ces gens-là. C'est-à-dire que quand la guerre du Vietnam s'est arrêtée en 1975, plein de gens encore, aussi bien aux États-Unis ou qu'en France, moi je me souviens quand j'enseignais en fac, ne savent pas que c'est fini, mais quand même, pour eux c'est ça. Et en même temps, le Vietnam c'est à la fois une partie de l'histoire, mais quand on va en 2016, pour des gens, c'est totalement contemporain. Ils passent leur temps à se battre avec des institutions, avec des médecins, avec le gouvernement, etc., pour faire reconnaître un mal que leurs parents ou leurs grands-parents ont chopé pendant la guerre. Donc j'aimais bien cette idée que, pour le coup, je ne voulais pas aller chercher le Vietnam comme un moment historique passé, en allant voir en gros les vétérans de ça, mais j'avais envie d'aller prendre le Vietnam aujourd'hui. Le Vietnam, c'est encore aujourd'hui, c'est un gros problème aux États-Unis d'ailleurs, dont parlent peu les médias parce qu'ils sont seuls. Ces gens-là, et moi c'est aussi ce qui m'intéressait dans la séquence, c'est le moment où il lève son bras, il demande la parole mais personne ne l'écoute. Ils prêchent dans le désert, tous ces gens-là, ils ne sont pas soutenus, ils ne s'écoutent pas, donc ils se réunissent par moments sur le territoire américain pour se ressouder, se soutenir entre eux, mais ils n'existent pas les vétérans du Vietnam. Et d'ailleurs moi je fais presque cette séquence pour le moment où on repasse par les lieux où on les a vus, ces vétérans, mais tout est vide. C'est en fait c'était souvent des trucs du film. La séquence à Nashville, par exemple, avec Ronnie Blackley qui chante avec son Stetson, elle m'intéresse à partir du moment où elle s'arrête de chanter. Et souvent, ça m'intéresse quand les gens s'arrêtent de parler. C'est là que la vérité arrive, c'est quand ils s'arrêtent de parler. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la question du doc et de la fiction. Et donc, le vétéran, c'est ça. C'est qu'on a envie de. Donc, il faut passer du temps avec eux. Pareil, moi, en tant que Français, j'arrive là-bas.
faisant un film sur les années 70, à voir des vétérans du Vietnam, tous les feux sont en rouge, quoi. Pour eux, oui, d'accord. Et Baby Killer, enfin tout y passe, quoi. Et donc il faut passer du temps avec eux, leur faire comprendre et leur prouver surtout qu'on n'y va pas comme ça, quoi. Parce que c'est pas le but du documentaire de filmer contre ou de les juger, quoi, tout simplement. Et même par moments quand Jess Gomez, qui est celui qui à la fin parle des Baby Killers et qui s'arrête de parler, il parle, mais la vérité du personnage, c'est évidemment quand il ne peut plus parler. Et moi, je me suis dit très souvent, le film, il commence exactement quand la parole devient impossible. Toby Hooper, ce type-là, c'était là que le film m'intéressait en fait. Mais je lui ai demandé après. C'est-à-dire que la caméra tourne, je lui dis voilà, je vous ai filmé, mais voilà, vous savez, voilà, vous êtes arrêté, vous avez pleuré. Et je lui ai dit voilà, si vous voulez, je ne garde pas cette séquence. Il m'a dit non. Et il me fait comprendre qu'en fait, il ne dira pas de façon plus juste ce qu'il n'a pas dit en ayant cette réaction. Voilà. Et donc, là-dessus, on est d'accord avec lui, dans le sens où je ne lui mens pas. Je n'utilise pas ce moment d'émotion qui est très délicat, parce que ce genre de choses-là, on se sent pas très bien. Il y a un côté, la frontière avec l'obscénité, la complaisance, elle est extrêmement fine. Voilà. Mais lui, je le préviens, et je lui dis, et il le sait. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé le film, j'attends sa réaction maintenant. Il sait que ce moment-là, et ça, au moment du tournage, il y a quand même des moments où vous savez que ça sera dans le film. Même si vous avez énormément d'heures de rush, il y a des moments où on sait quand même que là, il y a un truc qu'on va garder. Et donc, je lui ai demandé. Mais par exemple, les préjugés qu'ils ont à l'égard des Français, par exemple, l'un des plus durs, ça a été le type qui est dans son pick-up. RG, là. Lui, ancien Marines, famille de militaires. Moi, j'ai passé du temps avec lui, avec tous ces gens-là. Hein. Lui, il était comme ça toute la journée, ce type-là. Donc, moi, je sortais le soir à 6h, j'en pouvais plus. Moi qui ne bois pas d'alcool, j'étais presque prêt à boire une bière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un type qui avance, a des certitudes sur tout. C'est impressionnant. Et même son phrasé m'intéresse. On pense qu'il termine une phrase, tout de suite, il vous dit quels sont les meilleurs présidents américains. Lui, clac, clac, là. Bon. Et ce type-là, il a fallu du temps. Parce que et on sent un peu son agressivité à notre égard quand il parle. Vous ne méritez pas que. On sent qu'il reste. J'avais envie qu'il y ait encore ces traces-là. Et moi, quand j'arrive donc dans cette petite ville, en tant que Français, j'incarne a priori tout ce qu'ils détestent, tout simplement. Comme quand nous, on va au Texas, à Dallas, on va voir un type avec son pick-up, son arme. On va dire, ça, c'est tout ce que je déteste. Bon, c'est la bêtise du préjugé. Hein. Mais il me déteste. Mais gentiment, mais il me fait comprendre que non, il faut quand même pas exagérer. Quoi. Moi, lui, l'ancien Marine, c'est moi le Frenchie, donneur de leçons de gauche, machin. Et donc, il faut que je lui explique. Et je comprends au fur et à mesure de la discussion que, il me rend responsable, mais c'est le problème des préjugés, de trucs que j'ai pas commis. Il me dit, il me met dans les pattes, par exemple, le discours de Villepin en 2003 à l'ONU, que beaucoup d'Américains du Midwest ont en tête. Ça m'a beaucoup surpris. Et je creuse, dire mais quand même. Donc parce que le soutien, la guerre en Irak, donc, ils l'ont toujours pas digéré ce truc-là. 14 ans plus tard, il y a une partie des Américains, plutôt pro-guerre, qui ont plutôt voté Bush, enfin évidemment, qui n'ont pas digéré la position de la France. Ils sont restés là-dessus. La France, c'est les lâches qui n'ont pas suivi les États-Unis quand il fallait faire la guerre, avec ce type qui allait faire ce discours à l'ONU. Et donc ça. Il faut discuter avec eux. Il faut leur dire, mais moi d'abord, j'y étais pas. On peut, voilà. Et tout est comme ça. Et ils ont beaucoup de. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. C'est que si on veut avoir une chance à un moment donné d'aller atteindre la vérité de ces gens-là et de sortir du reportage ou du magazine, en fait, il faut passer du temps. Et quand vous passez du temps avec des gens, quand vous discutez avec eux, vous atteignez un truc beaucoup plus fort, c'est que vous atteignez la vérité de ces gens-là, leur complexité. Ouais. Bien sûr. Attends, José. Il se met au niveau de la fille et il comprend certaines choses. Bien sûr. Donc non, mais il est pas aussi manichéen. Bien sûr. On pourrait le croire. Bien sûr. Et non seulement il n'est pas. Pardon. non, mais José disait qu'effectivement, que la fille Sharon tempère pendant la séquence. C'est ça, parce que la séquence est encore plus belle, parce que justement, il y a une opposition qui. Et surtout, ce qui est assez marrant à ce moment-là, c'est qu'elle lui dit, oui, mais alors tout ton discours sur les musulmans, etc., mais regarde, ma belle-sœur est musulmane et tu l'adores. Ah ouais, mais elle est pas pareille, elle est cool. Et mais j'aime beaucoup ça, parce que
parce que ce personnage, c'est les deux. C'est-à-dire que voilà, et toujours pareil, quoi. Et moi, j'avais toujours envie d'être du côté, en fait, de la personne qu'on va connaître, parce que en la comprenant, en comprenant ses raisons, ça, c'est le truc très renoirien. Hein, il faut filmer du côté des raisons des gens. Moi, j'en suis convaincu de ça. Voilà. Et donc, évidemment, alors, c'est compliqué parce que comme chacun a ses raisons et que par moments les raisons, elles sont contradictoires, on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je pense, moi? Et c'est vrai que par moments, ça peut être désarçonnant parce que dire, mais qu'est-ce que je vais en penser? Eh ben, boss, réfléchis. C'est ça le truc. Oui, ouais. Oui, mais lui est fascinant. Hein. Mais dans cette ville, ils étaient tous fascinants, comme par exemple le type qui tenait la radio de Goldfield, hein, qui est l'endroit où d'ailleurs le Vanishing Point a été tourné en face de l'hôtel. C'est vraiment le même lieu. Et voilà. Et ce type m'émeut beaucoup parce que il dit, en fait, pardon. Non, mais il y a 10 personnes et c'est surtout, enfin, c'était un peu le sens des plans après, c'est qu'en fait, il diffuse pour personne. Et moi, ça m'émeut beaucoup ça. Et ouais. C'est-à-dire mais il s'en fout. Il n'est pas débile. Ouais, il le sait. Il rigole avec sa chanson Richard et Loyan, le coup de l'âne. Il me l'a fait 25 fois. 25 fois quand l'âne arrivait, il rigolait. Très bien. Et donc on a envie de garder, de certaine façon, on a envie de garder ça. Et donc moi, m'intéresser avec ce personnage, par exemple, le fait que c'est qu'à la fin qu'on apprend que c'est un vétéran du Vietnam. Parce que ça aussi, c'est le problème, c'est quelles sont les informations qu'on donne sur les individus. Enfin, disons que l'ordre d'apparition des informations change la façon dont on perçoit les séquences. Exactement. C'est-à-dire que si au début, on voit ce type-là en se disant, ce type, on commence avec la séquence de la guitare, morceau qu'il a composé d'ailleurs, guitare impressionnante. Je dis ça, c'est une guitare qui date de 1942-1943, qui a une sonorité absolument démente, et il m'expliquait qu'un jour Bob Dylan, qui passait par là, avait trouvé la guitare tellement géniale qu'il voulait lui racheter. Et ce type-là, qui était adorable, hein, et avait conscience qu'il avait une guitare d'exception, n'a jamais voulu la céder, y compris à Bob Dylan. Hein. Et l'autre lui offrait une fortune pour acheter cette guitare que vous voyez là. Il dit non, mais moi je vais garder, c'est ma guitare. Et donc, en fait, on apprend qu'à la fin que c'est quelqu'un du Vietnam. Que si on commence, on rentre dans le film, dans la séquence avec ce type-là a fait le Vietnam, c'est mort. Hein. De la même façon, si on rentre dans la séquence avec le type qui est dans sa Ghost Stone, Walter Kremin, qui arrive après la musique de Springsteen. Voilà. Et si on commence avec un plan, par exemple, de lui avec le colt à la ceinture, et qu'ensuite on entend nous parler de la Constitution, où c'est super, la Constitution, c'est 25 mots, la liberté, etc., ça connote toute la séquence et on ne l'écoute plus de la même manière. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un Américain qui a un discours, mais alors qu'aurait pu tenir Steinbeck ou John Ford, extrêmement profond, extrêmement simple. Moi, j'adore ça. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on entend ça. La Constitution, c'est 25 mots, en gros, écrits pour que des gens simples puissent la comprendre. Quand on est français, c'est intéressant d'entendre un truc pareil. Donc moi, j'entends ça, formidable. Il me parle de la liberté, là aussi, parce que le paradoxe, en fait, de l'Amérique, et notamment de cette Amérique électorale-là, à ce moment-là, mais c'est des années 60, mais même à aujourd'hui, c'est cette idée, en fait, que nous, en France, notre truc, c'est l'égalité. Voilà. Bon, c'est notre bannière. Les Américains, l'égalité, ils s'en foutent. C'est la liberté qui compte. Et ça, c'est une différence colossal dans la différence d'appréhension des choses. Quand on est là-bas, on y est sensible ou pas. Moi, je comprends ça vraiment. Et la liberté, c'est leur truc. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir que, au fond, qu'ils soient républicains, démocrates, qu'ils aient voté les uns pour les autres, en fait, ils veulent la même chose, qui est la liberté. Mais on se rend compte au fur et à mesure que certains vont prendre la voie Trump pour y accéder, et d'autres prendront la voie Clinton ou démocrate républicain. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, et c'est vrai de Angel, le barbeur, hein, quand il fait cette tirade, je précise que je ne lui dis pas, vous savez, lisez un peu Steinbeck, Raisin de la colère, et faites-moi discretos la tirade de Tom Joad, pas du tout. Il me raconte ça, vient spontanément. Et moi-même, je sais, pendant le tour, je suis même surpris, mais je me demande même si je ne suis pas en train d'avoir un acteur qui est en train de me dire un dialogue écrit. Tellement ce qu'il me dit, c'est parfait, quoi. J'ai l'impression, et ça c'est la puissance du cinéma américain, c'est ça, l'Amérique et le cinéma c'est la même chose. On comprend l'un, on a l'autre tout de suite. Et là, et à la fin, je lui demande quand même après le tournage, je lui dis, mais Angel, mais vous avez déjà lu John Steinbeck, dans la colère? Il me dit, non, pas du tout, jamais. Et je lui dis, vous avez déjà vu le film de John Ford? Non, pas du tout. Et donc ça, c'est des moments, enfin, qui pour moi sont des moments de, en fait, pour le coup, au moment du tournage, de grâce totale. Hein, que sont tous sa tirade We the People,
elle est, elle est absolument fabuleuse. Même si après, il y a la façon de le filmer, le fait qu'il s'illusionne aussi, le retour de la Route 66, c'est pas vrai. C'est le retour de 66 Disneyland. Hein, c'est pour ça qu'après on passe sur une route complètement désertée et que l'image dit le contraire de son rêve à lui. Mais c'est pas grave. Et bien sûr. Avec lui, on était 7. Ouais. Ouais. Ah oui, c'était lourd. Hein. Ouais, exactement. Bah, c'est Ligman en fait. Il y a 2-3 bleds où tous les touristes, parce que moi, ce qui m'intéresse là, voilà, lui, il se dit, parce que son histoire, il raconte l'histoire de la Route 66. Ce type-là n'a jamais, dans sa vie, il a bougé de 3 blocs. Et il a 91-92 ans. Il n'a pas plus bougé que ça. Il était très très loin avant, il était dans le bâtiment derrière, c'est ce qu'il raconte. Donc, mais ça, c'est aussi une réalité de l'Amérique. Hein. C'est le fait que beaucoup d'Américains ne voyagent pas. Hein. Il y en a certains qui voyagent en avion, mais la plupart des Américains ne voyagent pas. Ou très très peu, ou ils restent dans leur état. Hein. Et moi, combien de fois j'ai fait le guide pour des Américains. Ils me disaient alors, vous revenez du Nouveau-Mexique, c'est comment ? C'est super, il faut y aller. Alors, Kansas, non. Et donc en fait, ils voyagent relativement peu. Et donc ce type-là, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il raconte son histoire et qui nous dit, alors là, moi j'ai l'impression, l'association, de son côté, le gouvernement fera rien pour nous. On voit bien que là il n'est pas français. Hein. Le gouvernement, il fera rien pour nous. Donc c'est nous qui allons faire des choses. Donc Tocqueville en parlait déjà, loi de l'association, l'art de l'association chez les Américains. Parce qu'on n'attend pas des trucs du gouvernement, c'est entre nous qu'on va faire des choses, etc. Et là, il raconte sa petite histoire, et puis après, il rentre dans sa fiction. Il nous dit, la Route 66, c'est redevenu comme avant. Mais non, c'est pas du tout redevenu comme avant. C'est un petit Disneyland. Quand les touristes vont aujourd'hui aux États-Unis, enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, les touristes aux États-Unis, ils vont sur 20% du territoire. Hein. New York, Orlando pour les fans de Disney World, Los Angeles, un peu la côte ouest, l'ouest américain. C'est tout. Et donc, quand ils vont en Arizona, on leur dit Arizona ou 66, 2-3 trucs, on les envoie tous à Seligman ou à Kingsman, qui est à peu près à 30 miles de là, un peu plus vers l'est. Et donc, Seligman, c'est presque la ville témoin de ce qu'a été la Route 66. C'est un truc vintage, un peu ridicule, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'ai envie d'être avec lui quand il me raconte ça, parce que son histoire, elle est belle. Il y croit, c'est très beau, mais à un moment donné, moi je peux pas rester dans son rêve. Donc je peux pas filmer le rêve. Voilà. Donc on va à McLean. Le plan d'après c'est McLean. Et là c'est la réalité de la Route 66 aujourd'hui, telle que lui ne veut plus la voir, hein, mais telle que moi je la vois. C'est-à-dire des gens qui sont tous au chômage, le côté white trash. Il y a un homme et une femme qui sont un frère et sa sœur en portrait comme ça, qui viennent de là. Là, c'est ça la Route 66 aujourd'hui. Et il reste 100 miles pour les touristes, les quarts de japonais et d'allemands qui font des selfies avec le barbeur et qui s'en vont. Mais ça, voilà. Il y a quelque chose qui m'a étonné, un manque dans la parole, parce que vous dites, je comprends tout à fait ce que vous voulez faire, j'ai le même amour probablement du cinéma américain et de la musique américaine, mais il y a quand même des choses. Enfin, là, c'est pas une critique sur ce manque, c'est le nom de Ronald Reagan qui est jamais prononcé. Je suis un petit peu étonné. Bon. Oui, parce qu'on cite pas mal de présidents, tout ça, et bon, j'ai l'impression que quand on aboutit sur Trump, forcément quelque part ça passe par Reagan. Et bon, je suis étonné qu'il ne soit pas prononcé ou pas gardé. Je l'ai pas entendu. Il m'a semblé. Il faudrait que je vérifie, parce que je suis pas convaincu que son nom n'apparaisse pas. Mais il me semble, mais bon. Mais au-delà de ça. Ah voilà, il aime le drapeau comme Reagan. Pardon ? C'est Summer qui dit ça en Tennessee. Quand il dit, en fait, Trump, il chérit le drapeau, il embrasse le drapeau comme Reagan le faisait. Ah d'accord, j'ai pas. Okay. Non, mais ce que vous dites, j'y réponds après parce que c'est un point important, cette question des années 80. Oui, enfin bon, parce que les années 60, c'est vrai, c'est important, mais peut-être j'ai moins senti les années 70, ou je sais pas, c'est parce que tout se mélange un peu dans ma tête. Hein, bon, voilà. Mais bon, au-delà de ça, j'ai quand même une critique, si je peux me permettre. C'est que, voilà, vous êtes un homme de cinéma, moi aussi d'une certaine manière, et je ressens un manque au niveau du cinéma. C'est-à-dire que j'ai la sensation, même si la parole, elle est ce qu'elle est, ça se joue ailleurs, c'est que les témoignages des cinéastes, beaucoup, on va dire, de has-been pour certains, bon, à part Michael Mann peut-être, voilà,
je ressens un manque. C'est-à-dire qu'ils sont 10 fois moins forts pour moi que ceux des anonymes. Que vous avez cité 2 ou 3 témoignages qui sont pour moi les plus forts du film. Voilà, y compris le mec dans sa bagnole. Bon, voilà. Donc, et j'ai l'impression quand même de voir un regard posé sur l'Amérique qui est un regard d'Européen qu'il faut assumer, je trouve, et il me semble que vous l'assumez, enfin, voilà, que vous êtes un peu dans la démarche de retrouver des sensations, des trucs, oui, c'est vrai, mais bon, voilà, j'aurais, d'une certaine manière, avoir un parallèle sur le cinéma, et puis je me dis, je fais le lien avec la politique, l'état actuel des États-Unis sur le plan politique, mais sur le plan du cinéma, je suis un peu en reste. Or, quand je vois Wind River, par exemple, des films comme ça, des petits films, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui existe toujours d'une Amérique éternelle, enfin, voilà, enfin, d'une Amérique de cinéma, quoi, qui me fait penser que l'Amérique est vraiment le pays du cinéma. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de choses. Alors, la question de Reagan. Alors, pour moi, il y a un truc qui m'intéressait. Alors, c'est vrai que Reagan est une fois mentionné, mais en même temps, moi, je fais pas un cours d'histoire. Hein. Donc, après, voilà, je me disais, bon, de la même façon que je reviens pas sur des éléments, des événements qu'on connaît a priori, le teneur aboutissant de la guerre du Vietnam. Voilà, non, ça fait partie de l'histoire collective ou qu'on sait ou qu'on sait pas, peu importe. La question de... Alors c'est marrant ce que vous dites parce que pour moi ce moment Trump-Reagan, enfin il y a 2 choses. C'est que le film il va très vite entre les années 80. Alors vous voyez pour moi par exemple, à titre personnel, j'identifie totalement dans le film à quel moment on va parler des années 80. Par exemple, c'est le moment où Peter Bogdanovich s'en va dans la profondeur de champ à côté de la piscine, écrasé par le panorama de Los Angeles. Hein, Marie Corey parle, non seulement notre moment enchanté s'arrêtait, et en plus on allait être humilié. C'est ce qu'on raconte sur des images industrielles, etc. Bon, moi, ce qui m'intéressait, que ce soit des images industrielles, parce que je pense que le capitalisme culturel dans lequel on vit aujourd'hui s'invente à ce moment-là. Il n'y a plus d'humains d'ailleurs à ce moment-là dans le film, jusqu'au retour aux gens avec des portables ou la masse. Je tenais vraiment à ce que dans le film, il n'y ait pas de peuple, jamais. Il n'y a que des gens tout seuls, il n'y a que où il n'y a que de la masse, il n'y a pas de peuple. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est ça. Contrairement aux années 70, le peuple il est là que dans les images d'archives au début. Woodstock, les manifs anti-guerre, etc. Ça m'intéressait aussi de savoir combien de personnes on met tout ça. Bon, donc les années 80, elles commencent, enfin dans le film elles commencent là et elles durent 8 minutes à peu près. Entre ça et le plan de fin, ça fait 8 minutes. Alors Reagan, pourquoi ? Alors moi, le truc est assez simple, c'est que je pense que, en fait, je pense qu'il s'est pas passé grand chose entre le début des années 80 et aujourd'hui. Si j'étais un peu radical, je dirais même, je pense qu'il ne s'est rien passé. Donc, je fais 8 minutes. Ça veut dire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tant du point de vue on pourrait dire du cinéma, hein, le blockbuster, le capitalisme, la culture de masse, tout s'est inventé au début des années 80. Il y a une différence de degré, mais pas de nature. Donc moi, je vis dans un monde qui n'a pas bougé depuis 35 ans. Moi, j'étais ado dans les années 80, la même chose. Je veux dire, les mêmes types de musique, tout est pareil. Donc, autant, un jour, Romero m'avait dit en 69, il s'est écoulé 10 ans, autant de 80 à 2015, il s'est écoulé 1 an, rien. Donc, je vais faire 8 minutes, ça ne m'intéresse pas de passer du temps là-dessus. En plus, Reagan, tous en parlent, hein. Le disco, la mid-generation, le générique au début avec l'arrivée du dollar, enfin, etc., dans la séquence d'ouverture. Et en fait, je me dis, la meilleure chose à faire, c'est que Trump et Reagan, c'est les mêmes. Parce qu'en fait, le truc, il est là. C'est que Trump, ça renvoyait à Reagan, et Reagan, ça renvoie aux années 50. C'est d'où le moment où Peter Iams parle des années 50, etc. Aux États-Unis, après je répondrai à votre côté, le truc d'européen que j'assume pas. Hein. Évidemment, vous imaginez bien que je pense exactement le contraire. Ça serait terrible si je pensais qu'au contraire. Il n'y a pas d'autre film possible que d'un film d'européen sur l'Amérique. Bon. Mais on y reviendra parce que je voudrais que vous développez cette critique. Après, ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est qu'on se rend compte, grosso modo, que plus que la question Trump-Clinton, plus que l'opposition républicain-démocrate, il y a un truc qui est très structurant aux États-Unis, c'est le fameux âge d'or. Le fameux Great Again de Trump, c'est le côté, ouais, mais ça a été quand Great ? Et il y a 2 Amériques qui s'opposent à ce moment-là.
Il y a l'Amérique qui considère que le moment, l'âge d'or, le moment de nostalgie qu'on a envie de retrouver, pour certains, c'est les années 50. Et ça, c'est les gens qui vont voter Reagan et les gens qui vont voter Trump. Autrement dit, Trump, Reagan, 50, c'est la même chose. Et puis il y a ceux qui pensent que le Great, c'est les années 60. Pas 70, parce qu'on peut en parler des années 70, c'est compliqué. Les années 70, c'est fini en 72. Les années 70, c'est fini en 72. D'ailleurs, quand on parle des années 60-70, pour être juste, on devrait dire les années 60. Hein. Et donc, ça, c'est deux Amériques qui s'opposent. Je pense qu'il y a vraiment l'Amérique qui, depuis 40 ans ou 50 ans, fantasme un retour aux années 60, se dit c'est le dernier moment où l'Amérique a été formidable, grand, enfin tout ce qu'on veut. Et puis, il y a l'autre Amérique qui, elle, fantasme les années 50. Les années 50, les années 60, c'est ce qui structure, mais la pensée, y compris la pensée politique américaine aujourd'hui, et à mon avis beaucoup plus que le côté républicain-démocrate, ce qui explique d'ailleurs que quand les gens passent de Sanders à Trump, alors je ne suis pas un Américain, mais je pense que quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, la politique américaine là-bas, c'était vraiment ça. Les gens qui sont passés pour beaucoup de Bernie Sanders à Trump, en fait, on se dit mais c'est bizarre, parce que ça voudrait qu'on passe d'un fantasme des années 50 à un fantasme des années 60, mais Trump est un personnage qui était très attrape-tout, très bizarre, hyper multiforme, et il avait aussi une dimension libertaire, aussi une dimension anard, que nous en France on a écrit à peu près n'importe quoi sur l'élection américaine. Moi qui ai passé mon temps là-bas, c'était très drôle de voir ce qui s'écrivait majoritairement sur l'élection américaine là-bas, sur les électeurs de Trump et tout, et puis après c'est la surprise. Non, quand on était là-bas, c'était pas la surprise, il y avait une chance sur deux que Trump soit élu et une chance sur deux pour qu'il soit battu. Et quand on traverse les États-Unis, et moi je m'en suis rendu compte sans arrêt de ça, véritablement. Et donc le passage de Sanders à Trump s'explique aussi par ça, parce qu'il a pris en charge les gens qui avaient cette espèce de vieux truc un peu libertaire, parce qu'il a complètement pilonné le Parti républicain. C'est pas l'homme, pour le coup, il a même réussi à être l'outsider de son propre parti, Trump. Il a écrasé Rubio, Jeb Bush, toute la bande. Hein. C'est-à-dire qu'il a été lui-même, il les a tous écrasés. C'était vraiment l'homme seul. Hein. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on comprenait en fait le trajet qui passait de l'un à l'autre, ce qui fait que, pour moi, Trump n'est qu'une réactivation 2.0 de Reagan. Et Reagan est une réactivation 2.0 des années 50. Moi, il me semble, à mon avis, je pense que le film le dit, qu'il le raconte par Marie Corey, par Michael Mann. Alors certains diront les années 80, ça commence au moment de l'élection de Reagan en 80. D'autres diront, comme Michael Mann, sous la forme d'une boutade qui m'amuse beaucoup, c'est Donna Summer, disco, là c'est mort. Ouais, pourquoi pas, 78. D'autres diraient les fous de cinéma, un peu tatillon, c'est Star Wars 77. D'autres diront c'est Jaws 75. On s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est la dynamique. Hein, c'est pas, voilà. Il se trouve que les années 80, elles commencent évidemment avant 80. C'est le mouvement de l'histoire. Les années 80, elles commencent en 74-75. Hein, après la démission de Nixon, je veux dire, après le choc pétrolier, dans le cinéma, après l'arrivée de Jaws et du blockbuster, les années 80 sont en route. C'est pas l'élection de Reagan qui fait qu'un matin l'Amérique se réveille en disant ouais bon allez, aujourd'hui maintenant culte du corps, de l'argent, Wall Street. Non, évidemment pas. Donc moi il me semblait que là pour le coup que cette ligne elle était ce côté Trump années 80, années 50, années 60 aujourd'hui était assez clair et que j'avais pas besoin mais vraiment de passer plus par Reagan en fait qui me semblait là, présent, raconté par les images, quand le corps de Bogda est écrasé par le panorama électronique de Los Angeles, tout est dit. Parce que les années 80, c'est que de l'électronique dans le film, entre parenthèses. Pour moi, c'est ça les années 80. Hein, c'est la machinisation, c'est l'électronique, c'est la rationalisation à ce moment-là de l'industrie du cinéma et de l'industrie culturelle. Voilà. Donc je me suis dit, en fait, le monde dans lequel on vit, il est né en 80, il n'a pas bougé depuis. Donc passons vite, c'est pas la peine. Peut-être à quel moment l'histoire redémarre. Hein, c'était un peu ça qui m'intéressait. Et donc forcément, quand on arrive en 80, l'histoire est finie, grosso modo, que de cette évolution-là, hein, d'une certaine façon. Après, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Vous m'avez dit les cinéastes. Oui, c'est ça. Ouais. Leur témoignage. Je dirais quand je parle de loser, celui qui le représente le plus. Quand je parle pas de loser, de has-been, plus exactement, parce qu'ils ont été, pour certains, même Bogdanovich, pour moi, je pense à Bogdanovich. Bon, mais il a été un grand cinéaste aussi, hein, donc voilà. Non, mais leurs témoignages sont beaucoup moins pertinents. Quant à Michael Mann, qui est un peu plus dans le coup quand même,
il me paraît très confus. Donc voilà, donc c'est vraiment un bonheur de se retrouver avec des gens de la rue sur lesquels on peut fixer vraiment et se dire oui, effectivement, c'est pertinent, c'est voilà. Donc, alors oui, je comprends. Alors après, c'est compliqué parce que bon, moi je pense, vous imaginez bien que je pense pas exactement ce que vous dites. Hein. Alors deux choses, parce que le Michael Mann, par exemple, vous me dites s'il est confus. Moi je trouve, alors là, on n'a pas entendu le même Michael Mann. Que moi je ne trouve pas du tout Michael Mann soit confus. Quand il rentre dans le film, en plus il me donne le programme du film que moi je vais faire, et sans que je lui demande. Il dit parce que en fait il faut. En fait, le truc, c'est que qu'est-ce qu'il dit, Michael Mann? Il dit, moi, quand je reviens en 71 aux États-Unis, je reviens trop tard. Tout est dit là déjà. Il faut écouter. J'aurais dû revenir en 69. Ça, c'est une des clés, à mon avis, importantes du film. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il dit, moi, quand je reviens aux États-Unis, ah bah oui, mais bon, vous dormiez pas au début du film, on est réveillé. Bon. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe en 69? Il dit, j'aurais dû rentrer, moi, en 69. Ce qui est un truc, parce qu'il a raison qu'en 71, le vent et la vague dont parle Thompson au début, elle est déjà passée. Il dit, qu'est-ce que je fais moi en tant qu'Américain exilé, selon lui, trop longtemps en Europe, pour recomprendre l'Amérique et reprendre la température, qu'est-ce que je fais? Je fais moi un road movie. Et en fait, il me raconte l'éternel geste américaine et que, en fait, que le film, que moi, à mon échelle, je vais le faire. On fait un road movie, etc. Mais il dit déjà, ça n'a rien à voir. Il y avait une image romantique de la route, il y a de la route, il y avait de l'espace, il y avait moi, etc. Il raconte déjà pourquoi le road movie que je me prépare à faire est impossible. Tout est dit là-dedans. Si vous écoutez ce qu'il raconte Mann, parce que Mann, c'est pas quelqu'un qui parle pour rien. Il y a des gens qui parlent pour rien. Mais je peux vous dire que Michael Mann, c'est pas le cas du tout. C'est quelqu'un, chaque phrase est pensée, c'est toujours extrêmement malin, que je trouve ça plutôt intelligent. Pourquoi Michael Mann? Vous auriez pu me poser la question, mais qu'est-ce qu'il fout là, Michael Mann? Vous voyez? Moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que Michael Mann, on en a déjà parlé même ici, qu'on avait parlé, si je ne dis pas de bêtises, de Miami Vice. Michael Mann, c'est un cinéaste de la génération de tous ces gens du Nouvel Hollywood, né en 1943, même moment que Cimino, que Friedkin, que Brian De Palma, que Al Ashby, tous ces gens-là. Mais lui, le paradoxe, c'est qu'il fait son film en 80. Il aurait aimé faire des films dans les années 70, ça ne se fait pas. Il écrit des scénarios, il fait plein de trucs, etc. Et puis, premier film en 80, paf, jour de clôture. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est à ça qu'il faut, à mon avis, qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui arrive pour Michael Mann? C'est-à-dire que c'est un cinéaste des années 70 qui n'a pas tourné dans les années 70. Un cinéaste de Hollywood qui n'a pas fait un seul film du Nouvel Hollywood à l'époque. Et ça, c'est la clé de tout son cinéma derrière. Donc c'est quelqu'un qui va faire du cinéma américain des années 70 dans les années 80, 90 et 2000. C'est pour moi la clé. C'est pour ça que le film, à mon avis, là, parle beaucoup plus, j'espère, du cinéma de Michael Mann que si j'avais mis 4 extraits des films de Michael Mann. Ce qu'il raconte là, à mon avis, pour moi, c'est moi qui aime beaucoup Mann, et que plutôt qu'il me raconte à l'infini ce qu'il raconte partout sur des vidéos YouTube, dans des commentaires audio, etc. L'idée, c'est aussi de se dire, bon, ok, ça fait 15-20 ans que j'entends des gens dire des choses. Est-ce que dans le film, ces gens-là vont encore redire ça? Moi, j'étais très vigilant là-dessus. C'est pour ça que le discours des cinéastes, j'ai au contraire essayé de le dégrossir au maximum. J'avais pas envie qu'ils me racontent des choses qu'ils racontent à n'en plus finir. Et puis aujourd'hui, les cinéastes donnent tellement d'entretiens, leur parole c'est tellement démonétisé, mais c'est le cas de tout le monde. Ils parlent partout. Je veux dire, sur des sites, sur des vidéos YouTube, dans des commentaires audio, dans des festivals, des masterclass. Bien, je sais pas. William Friedkin, par exemple, ça a été une question, mais William Friedkin est quelqu'un qui est incapable aujourd'hui de dire autre chose que ce qu'il raconte depuis 10 ans. J'ai pas envie que William Friedkin me dise pour la 2000e fois qu'il y a du bien et du mal en chacun de nous. Ça m'intéresse pas. On va sur YouTube, c'est écrit, il le dit. Très bien, pas de problème. Donc moi, je me suis dit, si on veut être un peu à l'heure, c'est à partir de tout ça que je dois commencer. Moi. En fait, vous voyez ce que je veux dire. Et Mann, pour moi, c'était le film, c'était vraiment le cinéaste charnière qui, avec ce paradoxe, qui est que pour moi, le vrai cinéaste des années 70, c'est pas Scorsese ou Coppola, je m'en fous un peu. C'est lui. Non, mais je vous explique dans. Mais je comprends, je sais pas ce que. Non, mais je suis en train de vous expliquer. Non, mais vous plaisantez, ou quoi? On vous a bien compris, ouais. Mais je sais pas, moi, après, vous voyez, je comprends ça. Moi, ce que je vous explique sur Michael Mann, c'est que ce qu'il raconte là, si vous savez l'écouter, et si vous avez vu les films de Mann, ça vous parle beaucoup plus de Mann que de Mann qui parle pendant 2 heures de ses films. Voilà, j'ai que ça à vous répondre. On prend une autre question.
Bonjour. Bonjour. Je vais pas polémiquer sur ce que j'ai vu. Je veux dire, c'était tellement foisonnant et vous avez dit les spectateurs trouveront, ne réagiront pas tous pareil. J'ai l'impression que c'est ce que vous aviez l'air de dire. Et en fait, bon, selon nos générations, on retrouve des pages d'histoire et des pages et des émotions de toute cette période qui a compté pour nous aussi par rapport aux résonances et aux mouvements sociaux ou musicaux en France. Et comment dirais-je, je ne sais pas si c'est un documentaire, j'ai pas envie de mettre une étiquette dessus, mais c'était vraiment étonnant ce que vous nous avez, comme ça, vous nous avez emmené dans quelque chose. Et moi, je ne sais pas par quelle boule prendre, mais ça n'a aucune importance. Et non seulement c'est foisonnant, mais les plus intéressants sont ces rencontres. Je pense que vous avez eu des rencontres extrêmement touchantes, comme vous disiez. Et j'ai beaucoup apprécié les silences. Les silences, les visages qui sont là, qui disent plein de choses. Et vous avez fait plein de références et je voulais vous demander, parce qu'en fait c'est à la fois nostalgie et à la fois que sont devenus toutes ces années, que sont devenus tous ces gens-là, que sont devenus tous ces leaders. J'ai vu Détroit hier soir, de la cinéaste américaine, là, Catherine Bigelow. Pardon. Non, Catherine oui, Bigelow, comment dirais-je, des pages d'histoire très importantes aussi. Hein. Et je crois avoir vu à Utopia ou revu un documentaire qui s'appelait Weather Underground. Et ce qu'on nous avait présenté, c'était un livre que les protagonistes de cette époque, dont beaucoup étaient très nostalgiques d'une période passée où tout a tellement changé. Donc un livre avait été écrit, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais cette équipe-là, je veux dire, nous faisait penser à ces questions-là. Qu'est-il advenu de tout ça? Voilà. Je voulais vous remercier pour ce que vous nous avez apporté. Écoutez, merci beaucoup. Non, mais je suis touché que vous ayez mentionné la question des silences, en fait, qui était quelque chose, pour le coup, toujours un peu, sans doute un peu, pas risqué, mais moi qui comptait beaucoup, là, pour le coup. Qui était vraiment la question du tempo et du silence, dans le sens où je pense que c'est là aussi que la vérité des gens arrive beaucoup plus, en fait, que quand ils parlent. Bah oui. Oui, parce que tous ces plans de portrait, alors c'était assez drôle parce que en fait, je demandais à tous les gens en fait que je croisais et même des gens avec lesquels je passais peu de temps, en fait, de regarder la caméra pendant 10 à 12 minutes, ce qui est très 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 long. Hein. Non, 10-12 secondes, il se passe rien. Non, 10-12 minutes. Donc je leur dis oui parce que et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, tout le monde peut faire cette expérience-là parce qu'après il y a la question du cadrage, plein de choses et puis voilà. Mais absolument. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est qu'au début, mais c'est le cas, mais je pense plein de photographes racontent ça, c'est qu'au début, les gens ont le contrôle d'eux-mêmes. Enfin, ils cherchent à l'avoir. Donc, ils composent un personnage. Moi, un de ceux qui m'a le plus amusé avec ça, c'était Bob Rafelson. Il compose un personnage. Je leur disais, vous faites ce que vous voulez, par contre, vous regardez la caméra. La seule contrainte, c'est celle-là. Vous pouvez rire, pas rire, faites ce que vous voulez, etc. Et donc, les 2 premières minutes, il y a encore une sorte de maîtrise, hein. Parce qu'on compose un personnage, c'est pas évident de la caméra, il y a quelque chose où on se dévoile, d'un peu impudique, etc. Et peu à peu, en fait, là, il y a entre ceux qui se fatiguent et puis ceux qui oublient ça ou qui en ont marre de faire leur petit jeu, c'est là que ça devient intéressant, évidemment. C'est pour ça qu'on leur dit de rester 12 minutes pour se dire que nous, on prendra à partir de 5-6, quoi. Et je pense que... Et tous ont joué le jeu. Alors, certains...
Paul Schrader, il me dit hein, c'est hyper long. Pour eux, c'est des trucs de Frenchie, ça. C'est pas possible, quoi. Et tous m'ont fait. Mais en même temps, à la fin, il me semble que, je sais pas, le regard de Toby Hooper, par exemple, ça vaut tout ce qu'il peut raconter derrière. Ça, le moment où il tient la tasse, il hésite et il dit We blew it. Voilà. Ce personnage-là, par exemple, qui ne dit quasiment rien. Hein, moi, c'est aussi ça qui m'intéressait. Hein. Il ne dit quasiment rien, et j'ai enlevé tout ce qu'il disait. Hein, et en fait, mais ces 3 gestes-là, ça suffit, il me semble. Ah oui, bien sûr. Absolument. Ah non, bien sûr. Je lui ai pas dit du tout. Non, mais je le précise, hein, évidemment. Ouais. Bah évidemment. Et non, mais moi j'ai passé beaucoup de temps avec Toby Hooper, puisque quelqu'un qu'humainement j'aimais bien, c'est aussi dans le choix du casting des cinéastes, il y a aussi ça qui comptait pour moi quand même. Hein. Carpenter. Oui, oui. Non mais déjà, non, mais vous avez raison. Non mais, mais surtout c'était même pas la Pennsylvanie, parce que ça fait 15 ans que George Romero n'habitait plus à Pittsburgh. Il habitait à Toronto. Eh oui. Ah non, il s'écroule pas, mais je veux dire, non, mais c'est vrai. Et moi, moi, j'étais passé dans mes repérages, parce que moi, j'ai repéré 2 fois plus de lieux que d'endroits où je vais vraiment tourner, évidemment. Et moi, j'aime beaucoup les lieux de cinéma, les villes fantômes. Il y a quelque chose de très, que je trouve très émouvant. La façon d'être. Bon, bref. Et donc, évidemment, j'avais pensé à un moment donné tourner des choses vers Pittsburgh, et notamment à Monroeville. Ouais. Et je devais être le seul d'ailleurs à Monroeville à 2h du matin en train de me balader dans le centre commercial. Hein. Mais voilà, ou des endroits comme ça, ou au Texas par exemple, moi, j'avais par rapport à Toby Hooper, j'avais pensé à un moment donné le faire revenir dans des endroits du Texas précis, parce que ça m'a pris du temps de retrouver notamment tous les lieux de tournage de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, le Texas c'est le plus grand état américain, c'est très long, etc. Et j'avais fini par retrouver la station-service, le cimetière, qui sont tous à des endroits différents au Texas, hein, et parfois à 4, 5, 6 heures de route. Hein. Donc, et puis beaucoup de gens ne savent plus où c'est. Et le plus drôle, c'était la maison d'ailleurs de Massacre à la tronçonneuse, puisque c'est ouais, en fait, c'est passé par plusieurs phases en fait. Que quand Toby Hooper tourne en 73 dans cette maison-là, elle lui est prêtée. Bon, très bien. Et puis la maison, en fait, après le tournage, en fait, est quasi abandonnée. Personne ne réagit vraiment. Au début des années 80, il y a quelqu'un qui rachète la maison et qui la remet un petit peu. Un petit peu en forme. À nouveau, le truc dépérit. Je crois que c'est au début des années 90. Il y a encore un type qui débarque en disant mais cette baraque, elle me plaît bien. Le seul problème, c'est qu'elle me plaît bien, mais pas ici. Donc ils vont la découper en 17 morceaux et ils vont la déplacer. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup perturbé. Et ils vont la déplacer à une vingtaine de miles de l'endroit où était la maison. Et donc c'est compliqué, c'est la maison et pas l'endroit. Donc il faut aller retrouver la maison, qui est devenue un espèce de drôle de truc aujourd'hui. C'est un mix entre lieu de village où des vieux prennent le thé à l'endroit où les Leatherface dépeçaient les victimes. C'est assez drôle hein, quand vous rentrez là-dedans. Ouais, c'est hyper clean. Donc on rentre là-dedans parce que la maison n'a pas bougé d'un point de vue architectural. L'escalier, tout est là. Bon, le rideau de fer a été enlevé, vous l'imaginez bien. Mais on rentre, et à gauche, qui était quand même le cabinet des cauchemars, il y a des petits vieux qui boivent leur thé. Bon. Et moi, j'étais allé en voir un ou deux en disant, vous savez, c'est passé ici à 40 ans. Mais en même temps, comme ils savent que Massacre à la tronçonneuse est un film qui fait venir des gens du monde entier quand même. Il y a quelque chose qui est la dimension, le pèlerinage des cinéphiles dans le monde est quelque chose de dingue. Aux États-Unis, ça reste un truc incroyable. Et donc, à l'étage, ils ont conservé exactement mais tout est pareil, tout est propre, mais tout est pareil. L'endroit où les grands-parents sont avec le petit chien, etc., etc. Et je monte là-haut, moi je sens très très bien, je monte là-haut et je vois des photos de Marlene Burns, de Toby Hooper, de Gunnar Hansen, des gens de l'équipe qui étaient venus signer, etc. Et donc tous les jours, tous les ans au moment d'Halloween, ils font une sorte de petite fête au dernier étage de cette maison où tous les fans geeks texans et même un peu d'ailleurs, en fait, viennent célébrer Massacre. Et d'ailleurs, moi, je monte là-haut, je me prends un cocktail qui s'appelle le Texas Chainsaw, je sais plus quoi, avec les petits vieux qui savent pas du tout ce qui se passe à l'étage. C'est ça qui est drôle, c'est 2 populations totalement différentes qui se croisent. Et
Je prends mon cocktail à ce moment-là, et là je vois sortir d'un placard un type avec un masque Laserface, une espèce de tablier avec une tronçonneuse en plastique qui court vers moi en criant. Et il me fait ça 20 secondes. Et après il s'arrête, il me dit, c'est le patron du bar, et il me dit, je pensais que ça vous ferait plaisir. Bah oui, pas plus que ça, quoi. Et donc il fait ça à tous les coups. Il effraie 20 secondes les gens qui viennent parce qu'il lui parle de Toby Hooper, c'est son job. Donc il crie, et puis après il va ranger sa tronçonneuse dans le placard, et il repart au comptoir. Et donc j'avais pensé filmer dans certains endroits comme ça du Texas, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Et Romero, pour répondre à la question, c'est parce que comme il habitait à Toronto, il était hors de question que je fasse un détour, alors ça n'aurait par Toronto dans le film. Bien sûr. Bien sûr, non, mais il y a plein d'autres d'ailleurs, évidemment. Mais encore une fois, il y a plus de morts que de vivants, hein. Donc la question pour moi, je me dis souvent que le vrai genre auquel appartient le film, c'est vraiment le film de fantôme, hein. C'est pas le film documentaire ou le film de fiction, hein. Et donc cette question du film de fantôme, elle était à gérer en permanence dans la question de la mise en scène. Comment on va faire surgir des souvenirs, des échos, des gens, des films qui ne sont pas à l'écran. Voilà, c'est ça. Donc par un cadrage, par une musique, par une évocation, par un truc. Mais il faut qu'ils soient quand même là, même s'ils ne sont plus là. Et ça, c'est aussi la force de l'espace américain. C'est quand vous regardez longtemps, je sais pas, un endroit, une bâtisse ou autre, votre regard, il se creuse, vous rentrez dans l'histoire là-dedans. C'est pour ça que moi, je voulais qu'il y ait les plans durs aussi. Oui, mais alors ça, c'est une des choses aussi. Vous savez, mon problème, c'est que moi, j'ai vu trop de films. Donc je savais très très bien, dès le départ, que je voulais pas à aucun moment que les références fassent écran. Voilà, ça c'était évidemment, ça aurait été terrible, enfin, à mon avis. C'était de me dire voilà, toi t'as pas vu Parallax donc tu sors de la séquence, surtout pas. La question c'était plutôt me dire que si on a accès aux références, disons que ça creuse ou ça rajoute quelque chose de plus. Mais ça n'empêche pas les gens de rentrer dans le film. Ça c'est très dangereux, hein, de ce point de vue-là. Non, mais parce qu'on peut être tenté par moment, mais c'est complètement stupide. C'est comme le cinéma pour le cinéma. Le cinéma, c'est tellement grand que c'est autre chose que du cinéma, quoi. Et donc, j'allais pas me dire, voilà, tu n'as pas le code de ce plan, t'es un tel plan. Bah, dans le film, il y a un plan qui est une citation d'un plan du Canardeur. Bon, bah voilà, c'est pas grave si on le repère pas. La musique en secrète à la fin sur la foule, film sur la déshumanisation alors qu'on filme la foule d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave. Je pense que la mélancolie de la musique de David Shire, elle suffit à comprendre l'image de la masse. Et d'ailleurs, on ne pensait pas du peuple, c'est de la masse. Hein. Et maintenant, si on sait qu'en plus c'est la musique en secrète de Coppola, film de 74, film de La Gueule de Bois, sur voilà. Et oui, voilà, ça rajoute. C'était toujours ça un peu l'idée en fait des références, comme la musique au début qui ouvre avec le coucher de soleil de Bob Dylan. C'est la musique de Pat Garrett. Là, c'est une réponse encore à monsieur là tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on met Pat Garrett pour introduire Michael Mann ? Voilà, moi c'est une question que je me pose. Et je me dis, bah oui, parce que j'ai envie que le film raconte aussi, de façon un peu sourde, cette espèce de filiation. Pour moi, Mann, il sort de la cuisse de Peckinpah. Et il est à une relecture de la Horde sauvage. Alors ceux qui voient pas ça, c'est pas grave, voilà. Mais l'idée, c'était toujours ça, les références, en fait. Ce que je me disais, pour moi, c'était pas la référence qui m'intéressait, c'était plutôt comment enrichir encore un tout petit peu plus, si je pouvais, les séquences, ou faire revenir encore des souvenirs ou des traces, etc. C'était pas la référence on s'en fout un peu. C'était plutôt comment, à chaque fois, rajouter une face au problème ou à la séquence ou au plan, ou enfin creuser, quoi. Bah écoutez, moi ça me convient, hein. Dans le générique, ça y est. Hein. Oui, et d'ailleurs, qui se termine d'ailleurs par le billet, qui se termine par le disco, qui se termine par Reagan. En fait, le générique, en fait, alors c'est vrai que peut-être que ce qui est tout petit peu délicat, et je m'en rends compte en fait au fur et à mesure des rencontres, etc., c'est que peut-être que le film commence de façon pas violente, mais tout de suite, il faut être concentré. Voilà, c'est-à-dire que la citation de Thompson, je vais vous donner un exemple. Pourquoi il y a Thompson au début ? Voilà.
Donc cette phrase qui est tirée de Las Vegas Parano, un livre que j'aime beaucoup, et il dit voilà, nous chevauchions la crête d'une vague haute et magnifique. C'est nous qui avions la force d'impulsion, on allait l'emporter. Point. Quand vous lisez le texte intégral de Hunter Thompson, il s'arrête pas là. Il dit 5 ans plus tard, du même endroit, vous voulez voir la ligne de haute marée, c'était fini. Et moi je me suis dit je vais enlever cette seconde partie, ça sera le film. D'où le fait que le film s'ouvre avec une vague et se termine à Coney Island avec le calme plat. Donc moi je voulais réaliser la citation d'Hunter Thompson, ce qui fait que cette citation-là, en fait, elle ouvre le. En fait, peut-être qu'elle dure d'ailleurs pas, les sous-titres durent peut-être pas assez longtemps d'une certaine façon, parce qu'on dit ouais, on envoie énergie, etc. Et après, moi l'idée c'est que la séquence générique, elle soit une séquence qui soit un précipité en fait des années 70, une sorte d'image d'Épinal, voilà pour le coup, des clichés qu'on a, en fait tout ce qu'on sait déjà. Moi, je le ramasse en 4 minutes. Et j'en fais un truc, d'ailleurs, qui, moi, m'intéressait, qui est un truc à la fois confortable et dissonant. Parce que c'était ça, les 70s. Voilà. C'est pas que je fume des joints et je suis en pâte def avec Ashbury. C'est aussi du Vietnam, c'est aussi Kennedy. Donc, je voulais faire le contraire de la séquence vintage à la Tarantino, si vous voulez. Bien que j'aime bien Tarantino. C'est que je voulais pas qu'on dise « Ah, cool ». Surtout pas cool. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a toujours une dissonance. Il y a un truc un peu agressif. Le gamin qui mord dans la tête de poisson, le sang. Voilà, c'était ça, les 70s. Et une fois qu'on a quitté cette séquence, qui est, d'un point de vue du tempo, le contre-champ énergique total de tout le film, moi je voulais que la séquence d'ouverture soit le contraire de ce qu'allait être le film après. Et il se dit, bon, ok, maintenant on rentre dans la gueule de bois. Que tout ce qu'on sait déjà, en 4 minutes, c'est ramassé. C'est bon, je ne vais pas refaire en 2016 une fiche Wikipédia sur les années 70. C'est bon. Donc maintenant on passe à la gueule de bois. Et comme on en est arrivé là. Jean-Baptiste, il y a une question ici qui attend depuis un moment aussi. Alors, je voudrais bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais d'abord dire que je vous écoute parler de votre film avec beaucoup de plaisir parce que je retrouve dans vos paroles exactement ce que j'ai ressenti en voyant le film. Je pense que vous avez concrétisé absolument de façon parfaite toutes vos intentions. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. Donc, vous avez évoqué, au travers du film et en choisissant les interlocuteurs, un certain nombre d'événements clés. Et vous avez même parlé de dates en disant 74, 78, 72, etc. Est-ce que vous avez interviewé d'autres personnes que vous avez coupées au moment de monter et que vous avez sélectionné celles qui étaient les plus représentatives? Ça, c'est la première question. La deuxième question est peut-être un peu plus délicate. Il me semble que, en tout cas, dans la vision que nous avons en Europe de l'histoire des États-Unis dans les années 60 et 70, il y a un point qui est relativement peu évoqué, c'est l'obtention par les Noirs de leurs droits civiques et l'ensemble des mouvements noirs. Alors, comme vous semblez maîtriser complètement votre film, je pense que ça n'est pas un hasard. Et je pense, j'ai déjà échafaudé quelques raisons qui pourraient être les vôtres à cela. J'attends votre réponse. C'est vous qui teasez là. Alors dites-moi, moi ça maintenant. Je vais répondre à la première question et après vous répondez à votre deuxième. D'accord. On échange sur la deuxième. Non, la première, oui, bien sûr, j'ai rencontré beaucoup. Alors, moi, quand je reviens du tournage, j'ai 145 heures de rush. Voilà. Donc 145 heures, c'est pas uniquement des plans de palmiers ou des travelling de route. Hein. Donc il y a là-dedans aussi beaucoup d'intervenants. Il y a même d'ailleurs Larry Cohen, par exemple, qu'on entend qu'en voix off à un moment, qui d'ailleurs parle précisément de cette question-là, hein, de la question du mouvement des Noirs, des droits civiques, Black Caesar, et il nous dit finalement, mais rien n'a changé. Hein. C'est lui qui dit ça. Finalement, les Noirs se font toujours tabasser par les flics, etc. Lui, il est là pour dire la permanence, on pourrait dire, du problème. Hein. Et j'ai passé du temps avec Larry Cohen, il n'apparaît jamais à l'image, par exemple. Hein. Un exemple, par exemple, de cinéaste que j'ai filmé, dont il reste extrêmement peu. Parmi les intervenants, beaucoup. Après, je n'ai jamais enlevé des intervenants sous prétexte qu'ils disaient quelque chose que je ne voulais pas entendre, par exemple. C'est qu'il me semblait par moments, en fait,
certains intervenants, en fait, incarnent à eux seuls un type de voix que j'ai envie d'avoir, et donc je ne vais pas avoir 3 fois des intervenants me disant la même chose. Mais ça n'a jamais été pour tordre la complexité, en fait, de ce qu'on me racontait ou de la réalité. J'ai jamais menti là-dessus. Je me suis dit, il y a des gens qui m'ont dit des choses qui ne m'arrangeaient pas, donc je les ai évidemment dégagées, puisque c'était la démarche totalement inverse que je voulais faire, hein, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc je voulais au contraire qu'il y ait toujours ce rapport dialectique complexe, quelqu'un dit quelque chose, le contraire, qu'on fasse le tour, mais au sens presque cristallin, quoi. Qu'on fasse le tour du problème, mais et une fois qu'on l'a fait, on passe à autre chose. Donc en fait, il y a évidemment des intervenants que j'ai dû enlever, notamment dans toute la séquence autour de Dallas. Hein, c'est que il y en a un, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un portrait de ce type-là qui est un grand noir qui tient des journaux sur JFK. J'ai passé du temps avec lui. Et alors une des raisons pour lesquelles je l'ai enlevé, pour être tout à fait honnête, c'était qu'il m'a semblé, en fait, je me suis rendu compte au cours de l'entretien que je faisais avec lui, parce que lui, et en fait, c'est sa mère qui l'avait convaincu qu'il fallait enquêter sur qu'il fallait être là. Et en fait, et ça, c'est un truc qui m'est pas arrivé à un autre moment dans le tournage. C'est qu'en faisant l'entretien avec lui, j'avais le sentiment que le type en fait était un peu fou, et je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Au fur et à mesure de l'entretien, des questions, des réponses, etc., je me suis dit, mais en fait, ce type a vraiment un grain. Et si moi je le sens, à ce moment-là, le spectateur va le sentir, et je me sentais pas à l'aise avec ce personnage, cette façon de le rentrer dans le film. Vous voyez, la question contre et pour là se mettait à jouer. Donc, je vais utiliser chez lui quelque chose qu'il ignore. Et ça me plaît pas du tout. Et surtout, j'allais filmer contre ce personnage-là, qui était très étrange, insolite, etc. Mais sa part de folie me semblait aller contre le film, hein, contrairement à l'autre que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs, en fait, il parle, mais tout le monde s'en fout de ce qu'il raconte. J'ai un tel témoignage d'un tel, il a ses petits DVD fait maison. C'est touchant, mais c'est le côté Zodiac de Fincher, en fait. Il est tout seul à faire ça. Et les touristes, vous les voyez au début dans le premier plan qui débarquent, ils l'écoutent par politesse, mais ils savent même plus ce qu'il raconte. Mais en même temps, il n'a pas dans sa tête la possibilité pour lui de sortir de ça. En fait, sa vie, elle est bloquée à 63 à cette enquête-là. Et son corps raconte ça. Il est un peu fort, il transpire, c'était la journée la plus chaude à Dallas, il faisait 45, 46 degrés, c'était monstrueux. Et ce type-là, son corps, son espèce de chiffon qui s'essuie, c'est difficile, je peux pas aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes dans les parages. Voilà, ça m'intéressait, ça. Donc j'allais pas refaire l'affaire JFK, par exemple. Hein. Donc voilà le rapport aux différents personnages. Alors maintenant, la question à laquelle vous devez répondre, sur laquelle vous avez plein de petites idées malines. J'ai échafaudé 2 hypothèses. Ouais. La première, c'est que vous êtes quand même intéressé beaucoup plus à l'Amérique profonde qu'à l'Amérique citadine. Or, la problématique des mouvements noirs, elle est essentiellement citadine. Ouais. Et la deuxième hypothèse, c'est que les mouvements noirs ont été relativement peu présentés dans les films de cette époque-là. C'est par la suite que les mouvements ont été analysés. Madame a cité Detroit tout à l'heure. On n'aurait jamais fait Detroit il y a 50 ans. Michael Mann a fait un film consacré à Mohamed Ali, mais il l'a fait également beaucoup plus tard. Ah oui. La problématique est présente, mais plus tard dans le cinéma, pas au moment. D'accord. Oui, alors j'essaie de répondre rapidement sur les deux. D'abord, la question du cinéma noir, il faut quand même se rappeler qu'il y a un cinéma indépendant noir américain à la fin des années 60. L'exemple emblématique, c'est Maybe Five People, Watermelon Man, Sweet Badass Song, qui sont des vrais films, qui sont des commentaires en temps réel de la situation, là, pour le coup, du noir, citadin, Los Angeles, etc. Le problème, c'est que le moment, ça reste malgré tout des films, alors pas si confidentiels que ça, parce que la communauté noire voit les films de Maybe Five People. Il faut quand même avoir ça en tête. Après, ce qu'on appelle évidemment le cinéma dit noir américain, la blaxploitation, toutes ces choses-là évidemment, cinéma produit, fait en 95% par des blancs pour un marché qu'ils identifient comme étant un marché. Il dit les noirs vont aussi au cinéma, donc on va leur faire des films. Donc avec toute la dimension et qui ne tourne d'ailleurs qu'autour d'une seule chose, c'est la question sexuelle, et la question du héros. C'est pour ça que Fred Williamson, j'y reviendrai, m'intéressait beaucoup, mais c'est grosso modo Shaft
ou Black Caesar, ils n'ont aucune conscience politique, ces gens-là. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait des Noirs sans la conscience politique. Comme si le problème des Noirs, vu par l'industrie hollywoodienne blanche dans les années 70, leur problème à eux, c'était, un, ils veulent se taper des filles, et deux, ils veulent pouvoir battre le méchant. C'est intéressant. Et donc on leur donne, comme des cacahuètes, ces deux choses-là. On leur dit, tu vas avoir plein de filles, donc il y a plein de... qui choquent à l'époque le public blanc, hein. Beaucoup les Williamson, enfin tous ces gens-là, Jim Stroud, tous sont des gens qui couchent avec des actrices blanches dans les films, ce qui est déjà provoque pour la majorité silencieuse de Nixon des cris d'orfraie. Mais voilà, ils ont des femmes et sont des héros, ils battent les méchants, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on substitue une cause par une autre, enfin une revendication par une autre. Hein. Enfin, l'éternelle technique politique. Hein, c'est que, voilà, en fait, non, votre cause, c'est pas ça, vous voulez plutôt avoir des femmes. Donc évidemment, les films dits de la blaxploitation, ils traitent de tout sauf du problème. En fait, ils donnent ce qui ne pose pas de problème, d'être un héros, de coucher avec une femme blanche, finalement, on s'en sortira. Par contre, la question des droits civiques, ça c'est autre chose, qui était pris en charge par les films noirs américains de l'époque. Alors, après, le rapport au film, c'est que moi, il y a deux personnages qui m'intéressent là-dedans, c'est Burnett et Williamson. Je me dis que c'est le yin et le yang du problème, grosso modo. Hein. Y a d'un côté Charles Burnett, qui est un cinéaste qui est plus très connu d'ailleurs aujourd'hui, me semble-t-il. Hein. Enfin, je sais pas. Moi, je vois on parle autour de moi. Charles Burnett, c'est l'homme qui a fait Killer Ship, My Brother's Wedding, etc. Quelqu'un qui arrive plutôt tardivement, d'ailleurs, dans la décennie. Et lui qui incarne totalement l'homme, en fait, on pourrait dire l'homme de la lutte des droits civiques récupérés au milieu des années 70, qui a complètement perdu. Et c'est pour ça que toute la séquence avec Burnett, qui, je le rappelle, va quand même à Watts. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre un carton Watts, voilà. Mais il en parle, Burnett. Il dit maintenant on va à Watts. Voilà ce qui est devenu Watts. Alors c'est sûr que c'est bien de savoir ce qui s'est passé à Watts en 65. Bon, mais voilà. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait son grand retour vers Watts. Il fait le retour vers l'origine, en fait, de sa lutte fondatrice à lui. En fait, c'est ça qui m'intéressait avec Burnett. Et donc lui, il est au milieu des morts et des fantômes. Donc, séquence totalement improvisée d'ailleurs, inattendue lorsqu'il rencontre la femme sur le porche. On est dans ce quartier où il a tourné My Brother's Wedding, on le filme, etc. Il lui demande de faire des choses, machin. Puis d'un seul coup, il me dit, mais moi j'ai très envie de vous montrer la maison. On a tourné une séquence de My Brother's Wedding. Je lui dis, allons-y. Et donc il s'approche de la maison. Et il voit que une première fois, il voit qu'il n'y a personne, il tape, il n'y a rien. Et en repartant, il remarque cette femme sur le porche. Et c'est là qu'il décide d'y aller en lui demandant des renseignements sur le lieu de tournage de son film. Et cette séquence, elle est, enfin, moi, en tout cas, ce moment, il est incroyable parce qu'il arrive d'abord. En fait, on sent tout un truc de l'Amérique à ce moment-là. La propriété privée. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous n'allez pas voir quelqu'un qui est sur son porche comme ça. Hein, le côté trespassing est quand même hardcore là-bas. Et donc, on sent que cette femme, elle a d'abord une réticence, mais qui est cet homme qui se permet d'aller éventuellement monter une marche de chez moi. Et lui, il le sait parfaitement, ça. Hein. Et donc, il lui explique, vous êtes qui ? Le type, on ne sait même pas qui c'est, Charles Burnett. En plus, il bégaye un peu. Ah ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Et là, ils vont parler que des morts. L'endroit, ça a disparu. Le type, il est mort. Mon pote, il est mort, mort. Tout le monde est mort. Voilà. Et en plus, il est mort, battu par les flics, etc. Ce qu'il raconte. Pardon ? Oui, c'est lui qui les reprend. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je me dis, ce type-là, il n'existe plus sur les radars, donc il va disparaître dans la profondeur de champ. En fait, ce qu'il a, lui, a incarné, en fait, hein, c'est ça. Il disparaît dans la profondeur de champ. Il a perdu, hein, ce type-là. Plan d'après, celui qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est Fred Williamson. C'est Black Caesar. C'est le marché. Je veux dire, ouvrons les yeux 2 secondes aujourd'hui. Hein, c'est le marché. Et donc, ce type-là, lui, qu'est-ce qu'il arrive ? Il arrive en conquérant dans le cadre. Hein, il va faire son petit numéro, il a Palm Springs dans son lieu de villégiature, qui est d'ailleurs un lieu de villégiature noir-blanc confondu, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a que du green, il y a que la couleur du dollar. Ce qui est incroyable. Hein. Et j'adore qu'il me raconte un truc comme ça, parce que c'est les deux faces du problème noir aux États-Unis. Hein, il y a vraiment, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il a des rigades, il va très bien s'en sortir. Il a déjà le logiciel. Hein, c'est qui. Et donc, il le dit lui-même, moi, la conscience politique, c'est pas son truc, il y croit pas. Les marches, il voulait pas y aller. Et moi, je fais l'entretien avec lui assez longuement. Il m'explique, mais moi, les marches à Washington, tout ça, mais non, ça va. Et puis, il botte toujours en touche. Oui, mais moi, voilà, au moment des marches, j'y allais pas parce que j'étais trop violent, j'aurais cassé la gueule aux gens. Etc. Je sens qu'il a pas du tout envie de s'exprimer là-dessus. Parce que c'est quelqu'un qui a fait totalement le déni
d'une question qui, au contraire, agite une autre partie en fait, des Noirs américains, qui est la question des droits civiques, de la conscience politique. Alors là, on est très très loin de ça, mais de Martin Luther King au Black Panther, pas du tout. Et donc je me dis que dans ce raccord-là, l'un qui part dans le fond, l'autre qui arrive devant, avec tout son discours, le cigare, etc., la white exploitation, qui d'ailleurs, il n'est pas idiot, parce que ce qu'il raconte, c'est vrai. En fait, il dit un truc très fin à ce moment-là, Fred Williamson, avec la boutade. Dans ce raccord-là, moi, j'ai réglé la question. En fait, c'est ça. Moi, à titre personnel, j'ai réglé la question. Après, il y a Stéphanie Rothman qui nous rappelle que les gens qui partaient au Vietnam, c'était les pauvres. C'est tout bête. Mais les pauvres, c'était un peu les blancs et beaucoup les noirs. Et ça, le cinéma américain, là, pour le coup, l'a montré. J'ai pas la peine d'avoir un graphique qui me dit proportion des noirs, des quartiers populaires ou défavorisés qui partaient au Vietnam. Elle le dit, ça suffit. Ça, on le sait aussi. Donc, voilà en gros la réponse sur la question noire. Et c'est vrai que voilà, et que le cinéma américain, il n'a pas été à l'heure à ce moment-là. En fait, il a plus été sur le Vietnam, d'une certaine façon, ou sur d'autres sujets, évidemment, les problèmes politiques, les complots, Watergate, toutes ces choses-là, mais il n'a pas été sur la question des Noirs américains. Mais pour moi, la question noire, elle était réglée... encore une fois, moi je ne faisais pas un film d'histoire ni un film d'essai politique, attention, c'est ça qui est... mais elle a été réglée dans ce raccord à ce moment-là. Bon. Je pense qu'il est... écoutez, il y a une dernière question pour monsieur. Oui. Oui. Non, il n'est pas dans le film. Non, c'est parce qu'en fait, je remercie Joe Dante et Elizabeth Stanley, en fait. Les deux ensemble, qui est sa femme. Et elle, elle est très intéressante, la femme de Joe Dante. En fait, on l'interroge jamais, c'est très dommage, parce qu'elle a été une activiste des Weathermen, très active dans les années 60 aux États-Unis, et donc elle était très excitée par le projet du film. Elle m'a parlé des heures et des heures et des heures, et c'est elle qui m'a mis en contact, qui m'a fait rencontrer Charles Burnett. Donc c'est à ce titre-là qu'elle est remerciée. Et d'ailleurs, mais Elizabeth Stanley, j'aurais presque pu d'ailleurs la filmer. Ça fait partie de ces gens que j'aurais pu filmer. Non, je parle aussi des heures avec lui, bien sûr. Non, mais si. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, si j'avais dû filmer un des deux, c'est sa femme que j'aurais choisi. Ouais. Et j'adore Joe Dante, mais toujours la même chose. Je sais ce qu'il va me raconter. Elle, il y avait quelque chose d'inattendu, de plus neuf, et donc c'est comme Stéphanie Rothman. Ça m'intéressait que le film la fasse connaître. Qui aujourd'hui connaît Stéphanie Rothman ? Donc on fait revenir les fantômes, et rendons justice à des gens inconnus aujourd'hui, qui ont été importants dans les années 70, dont la carrière a été brisée en 80. C'est pas rien, Stéphanie Rothman, personne ne la connaît, donc il faut aller voir ses films. Et donc c'est aussi quelqu'un que j'avais envie d'aller rechercher après 40 ans de silence, quoi. Stéphanie Rothman, c'est une réalisatrice américaine qui est la première femme embauchée par Roger Corman à la fin des années 60 et qui, entre 69 et 74, va réaliser des films de genre féministes assez violents, ultra intelligents, très très bien foutus, qui ont beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque dans le petit milieu, on pourrait dire artiste, citadin américain, par la critique, etc. Velvet Vampire, Student Nurses, Working Girls, etc. etc. Et elle est en même temps que Monty Hellman, Coppola, Jonathan Demme, que tous ces gens-là. Et puis à la fin des années 70, en fait, elle espère, comme tous ses collègues masculins, pouvoir un peu prendre son envol et sortir de l'écurie Corman. Et avec elle, ça ne se fera pas. L'industrie hollywoodienne n'en veut pas. Et jusqu'au moment où, en 81, par là, Hollywood la convoque en lui disant on prépare un film avec le frère de Ridley Scott. Et on aimerait bien que ce soit que ce soit un peu comme Velvet Vampire, film qu'elle a fait en 71. Et là, elle dit, mais pourquoi vous ne demandez pas à moi ? Et elle me dit, ouais, mais votre temps est passé, on veut que ce soit comme Velvet Vampire, mais on ne veut pas de vous. Et ce jour-là, elle arrête. Elle se dit, je ne serai plus jamais cinéaste. Donc elle a raccroché les gants, exactement ce jour-là. Et elle n'avait plus jamais parlé de ça, en fait, depuis 35 ans. Et ça m'intéressait d'aller voir ces gens-là, plus que d'avoir... Coppola ou Scorsese racontant toujours les mêmes rengaines que je connais par cœur. Voilà, là ça m'intéressait d'aller chercher Stéphanie Rothman, une femme adorable, hyper élégante. Elle était un peu stressée d'ailleurs, parce qu'elle se demandait d'où je sortais. Quand je l'appelle moi en 2016, elle se demande d'où je sors. Elle me dit, mais comment ça, moi, vous êtes sûr que c'est moi ? Vous avez vu mes films ? Mais tout le monde... Non, je dis, bah ouais, c'est vous que je vais aller voir.
Et donc voilà, je me disais que c'était aussi ça, peut-être que le film permettra aux gens de se dire c'est qui Stéphanie Rothman. Déjà si on se pose la question, c'est déjà très bien pour moi. C'est qui Stéphanie Rothman? Ouais, oui, c'est ça. Mais qui est une sorte de cousine lointaine de Stéphanie Rothman. Hein. Bien sûr, absolument. Carpenter. Ah ouais, ah non, ah non, c'est pas ça. Non, il y a une vraie citation de Christine à un moment. Je vous dis pas où, mais il y en a une vraie. Enfin, il y en a deux, mais il y en a une qui... Non, Carpenter, non, parce que c'est un peu différent. Carpenter, c'est quelqu'un qui, en fait, dont j'aimais, auquel j'ai beaucoup d'admiration pour lui et pour ses films, etc. Mais ce qui est devenu depuis quelques années m'intéresse un tout petit peu moins. Et et puis un terme d'humeur, un peu d'aigreur, de ressentiment, un peu, voilà. Oui, mais j'avais pas envie de donner cette image-là de Carpenter. Ouais, et puis trop. Je sais que Carpenter, il vaut mieux que ce qui est maintenant. Voilà. Donc, par respect pour lui, j'ai préféré pas le filmer. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Hein, merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Paul.